Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, énorme plateau pour la deuxième partie de notre diptyque consacré aux 20 ans de Metal Gear Solid. Cette semaine, d'abord on va présenter nos chroniqueurs. Alexis, comment vas-tu ? Comme la semaine dernière, très bien, très content d'être là pour parler de Metal Gear un peu plus avec vous. Content d'être là, c'est ce qui te définit, j'ai envie de dire, tu es content d'être là. Je suis juste content, exactement. Tu as fait des émules sur Twitter cette semaine, t'es au courant ? Oui, merci PJ. Ah, nickel. On est avec Grégoire, comment ça va ? Bien et toi ? Très très bien. En pleine forme. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu, tu t'amuses bien dans le Before ? Ouais, et toujours fidèle à moi-même, écoute, fidèle à moi-même. Fidèle à toi-même, très bien, c'est parfait. Et toi Cédric, du coup ? Mais moi je suis de l'autre côté d'habitude, alors là ça me fait tout bizarre. Mais bon, ça va, ça va y aller. Très bien. Et on est en bien belle compagnie parce qu'on reçoit Rafik Djoumi. Bonjour Rafik. Salut. Comment ça va ? Bien, comme un dimanche de pluie. Très très bien. Alors tu animes Beats avec des cycles de diffusion de films au Club de l'Étoile en ce moment, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Le dernier en date c'était Tomorrowland. Exactement, on a entamé une série de rétrospectives de films qui n'ont pas eu leur chance en salle, qui avait débuté avec The Frighteners de Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme. Où j'y étais. Voilà, Tomorrowland, et le prochain sera L'échelle de Jacob, et l'année prochaine Les Fils de l'Homme. Très bien, ok, sacrée programmation. L'échelle de Jacob c'est quand ? 1er décembre ? Le 1er décembre, oui, au Club de l'Étoile. Vous allez sur le Facebook du Club de l'Étoile, vous avez toutes les informations là-bas. Et donc, le film, les gens l'ont peut-être oublié, mais avait été un énorme bide à l'époque, qui avait fait 3 entrées et demie sur Paris. Donc, c'est l'occasion de revoir ces films dans les meilleures conditions. Et on te retrouve également dans Nos Ciné, où tu décortiques effectivement l'actualité. Tout à fait. Et puis, bientôt, de retour sur Arrêt sur Image également, où j'avais fait mes premières armes de chroniqueur audiovisuel il y a bien des années. Très bien. Merci Rafik pour ce tour d'horizon très complet. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un d'assez important, monsieur Pierre-Alexandre Rouillon. Oui, d'accord. Voilà. Ok, merci. Alias Pipo Mantis. Ouais. Alors toi, on te connaît de Gamecult, on te connaît de Canard PC, on te connaît de Geekzone et on te connaît des croissants. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Geekzone, plutôt les démons du midi. Les démons du midi, oui. Geekzone, ça parle peut-être moins, mais ouais. Donc journaliste dans le jeu vidéo et co-présentateur d'un podcast sur la musique de jeux vidéo où on écoute de la musique et on parle de ceux qui en font. Très bien. Voilà. Et Docteur S Metal Gear Solid. Oh, S, je ne sais pas, mais en tout cas, amateur éclairé et un peu illuminé, ça c'est certain. Doctorant alors. Voilà, exactement. Et on va dire que je prépare ma thèse depuis quelques années. Très très bien. Les amis, cette semaine on va avoir un programme assez chargé, donc on l'a dit, les 20 ans de Metal Gear Solid. Cette semaine on va pas parler de la science et de l'antimilitarisme et tout ce côté un peu technoscience, métaphysique, etc. On va plutôt parler de la mémétique. La mémétique, donc grand sujet dont on reviendra plus en détail tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a 2 critiques quand même cette semaine. On a le Pokémon Let's Go Pikachu évolue avec toi, Alexis. On en parlera tout à l'heure, très bien. Tu ménages tes effets. Et The Empire of Corpses avec Cédric. Bah oui. Voilà, et je crois qu'il y a un lien caché avec Kojima, peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, tout à fait. Très très bien, les amis, c'est parti, j'ai envie de dire, pour les news. Star Wars Battlefront 2 accueille Obi-Wan. J'avais envie de parler de Battlefront 2, ce grand oublié, ce grand sacrifié sur le modèle économique, le bad buzz de l'an dernier de sa sortie. Le jeu n'est toujours pas mort, même si DICE a sorti Battlefield 5. Battlefront 2 continue de recevoir des mises à jour. Alors là, on va avoir le 28 novembre la bataille de Geonosis, la fameuse bataille de la fin de l'épisode 2, qui est, comme tout le monde le sait, le meilleur épisode de Star Wars, avec l'arrivée d'un nouveau héros, Obi-Wan. Grievous est arrivé il n'y a pas longtemps. Le trailer fait vraiment envie, le jeu n'est pas mort, mais le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui joue, et puis pour être tout à fait honnête, j'avais vraiment envie d'y rejouer après avoir vu le trailer, j'y ai rejoué un petit peu, et puis après j'ai arrêté parce que c'est quand même pas terrible. Mais le jeu, il va avoir, au mois de janvier, il va avoir Dooku, en février Anakin, et puis une mise à jour conséquente avec la sortie de la série d'animation La Guerre des Clones. Donc DICE continue d'alimenter le jeu gratuitement, c'est tout à leur honneur, mais est-ce que c'est pas trop tard ? C'était trop tard quasiment depuis la sortie, parce qu'au-delà du problème du modèle économique, c'était juste l'arbre qui cachait la forêt d'un gameplay un petit peu cassé, quoi. C'est un jeu qui avait déjà des problèmes structurels avant même le vrai bad buzz qu'il a eu, donc non, c'est malheureusement la suite logique. Je suis même étonné qu'il continue à le garder sous respirateur. Étonné, Grégoire, tu es étonné un peu ou de ce côté un peu tombé à plat de Star Wars? Non, enfin ça tourne en rond Star Wars même globalement, sauf on va mettre Rogue One à part parce que c'était un très bel opus. Attention, tu t'engages là. Mais je suis prêt à le défendre coûte que coûte contre n'importe qui. Star Wars tourne en rond. 7 et 8 personnellement j'ai trouvé ça catastrophique, et peut-être le 8 on va dire un peu on va dire moins pire que le 7.
Mais voilà, même Star Wars Battlefront, le 1 avait été très très critiqué. Disney avait absolument voulu continuer pour pas perdre la face. Bon, Star Wars Battlefront 2 est aussi critiqué, peut-être un peu meilleur graphiquement, mais voilà. C'est pas ça qui va guérir le problème. Plus de contenu, ça va pas régler les. Ils n'ont qu'à faire table rase de ça et essayer d'être un peu plus créatif, d'innover. Star Wars 13, ça leur je ne fait sais pas pas. de mal. Voilà, par exemple. Ça va pas très bien pour tout ce qui est Star Wars et jeux vidéo, quoi. C'est un petit peu le saut de la malédiction depuis maintenant 2-3 ans. Entre le projet annulé et les bad buzz comme ça. Et les départs, les execs. Et les départs, bien sûr, chez Emotive. Qu'on salue. Quelques indiscrétions de Kotaku sur le sort de Diablo 4. Oui, vous vous souvenez, à la BlizzCon, Blizzard a annoncé non pas Diablo 4, mais Diablo Immortal, un jeu sur mobile. Donc Kotaku, Jason Schreier, ils sont un petit peu fouillés quand même pour voir ce qui s'était passé et on apprend un petit peu plus de choses sur Diablo 4. On apprend d'abord que Diablo 3 est un vrai traumatisme chez Blizzard. Ils ont sorti donc leur première extension Reaper of Souls qui s'est plutôt bien passé, mais ils ont annulé le développement de la seconde extension parce que le lancement de Diablo 3 avait été tellement chaotique qu'ils se sont dit bon, on va plutôt passer à autre chose. Donc en 2014, Josh Mosquera s'est lancé dans le projet Hades, donc c'était le développement d'un Diablo 4 Dark Soulisé. Donc c'était la mode des Dark Souls à cette époque, c'est toujours la mode, mais la caméra derrière l'épaule, etc. Donc finalement au bout de 2 ans ils se sont dit ça va pas le faire. Donc en 2016 ils sont repartis sur autre chose, donc c'est le projet Fenris. Donc Diablo 4 reviendrait plutôt vers un jeu qui serait proche de Diablo 2, donc ça annulerait, ça mettrait de côté le côté un petit peu cartoon de Diablo 3 pour revenir sur quelque chose de plus mature, de plus mature, Voilà, ça devrait sortir dans longtemps, donc ils nous disent 2020 chez Kotaku, mais du coup comme c'est Blizzard, ça veut dire plutôt 2022. Ils mettent beaucoup de temps à sortir leur jeu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais plus globalement, ça pose un peu les questions de savoir qu'est-ce que fait Blizzard, parce que leur projet là, ils ont sorti StarCraft 2 HD, Warcraft 3 HD, WoW classique, un Diablo 4 qui va ressembler un peu à un Diablo 2. J'ai du mal à voir où est vraiment la créativité chez Blizzard, et même on entend de plus en plus de choses qui tendraient à dire que Activision prend de plus en plus le pas chez Blizzard pour les forcer à la rentabilité et moins vers la créativité. Donc on verra ce que ça va donner. Je dis pas que Blizzard va mourir parce qu'ils sont quand même très solides, mais à titre personnel, j'adore Blizzard et ce que je vois pour le futur, ça me fait pas forcément plaisir. C'est ce que disait Julien Pirou, c'est que maintenant c'est Activision Blizzard et qu'il faut faire le deuil de Blizzard tout court, quoi. Tout à fait. Voilà, je ne fais que relayer les propos de Monsieur Rouillon. Leur niche un peu fort autour de Blizzard, quoi. Enfin, ils ont toujours Overwatch en vraie licence à eux qui continuent de faire tenir parce que c'est un vrai jeu service. Et les gens qui pleuraient sur Diablo Immortal parce que c'est pas Diablo 4, enfin, il arrivera Diablo 4, ça c'est un à côté, quoi. Ça n'a pas remplacé l'existence de Diablo 4. Le seul problème, et c'est marrant, ça s'entend quand on parle de Diablo 3 qui aurait été un trauma chez Blizzard, c'est une boîte qui est vraiment otage de ses fans en fait. C'est un truc de fou. Diablo 3, ça reste un excellent hack and slash et pour eux, c'est un échec parce que ça a fait hurler les fans hardcore qui voulaient pas de couleur dedans, quoi. Je trouve ça assez hallucinant quand on y réfléchit un peu. Mais bon. On a Naizep sur le chat qui nous dit il y a aussi Activision qui impose une politique d'austérité avec beaucoup de guillemets et même Bungie s'en prend plein la tronche en ce moment. Voilà, peut-être un petit peu le mot de la fin. On n'aura pas le temps d'approfondir ce sujet, faut qu'on avance. Skybound qui reprend le chantier de The Walking Dead, Grégoire. Effectivement, Skybound a annoncé avoir repris le développement des 2 derniers épisodes donc du jeu du feu studio Telltale. Qu'on avait évoqué à plusieurs reprises ici même en plateau, et avec la même équipe de développement qu'à l'origine, donc quelques transfuges. Quelques transfuges certes. Skybound a également assuré aux détenteurs du Season Pass qu'ils pourraient en profiter et donc qu'ils n'auraient pas à le racheter. C'est une nouvelle qui fait écho à l'annonce de Kirkman, le créateur du comics The Walking Dead, qui avait manifesté il y a quelques semaines sa volonté de financer via sa société les opus pour terminer la licence. On déplore en revanche l'abandon de tous les autres projets de Telltale. Voilà. Oui, Wolf Among Us 2 par exemple. Oui, et puis je pensais à l'adaptation de la série Stranger Things par exemple. Ah oui. Qui m'attirait plus que Wolf. Voilà. Et aussi, on note aussi que les jeux Telltale disparaissent progressivement des stores et de Steam notamment. Ce qui pose la question de la préservation des œuvres des studios qui meurent comme ça. Rafik, peut-être un mot là-dessus sur la disparition de certains patrimoines vidéoludiques comme ça. Oui, ça fait un certain nombre d'années que c'est un problème. Donc tant qu'on n'aura pas l'équivalent d'une cinémathèque pour le jeu vidéo, on se condamnera à perdre régulièrement des choses. Je ne sais pas si sur les années 80 déjà on a constaté qu'il y a des jeux qui n'existent
plus du tout, qui ne sont plus que des souvenirs fugaces. Voilà, on a perdu à peu près les 2/3 des films muets à tout jamais, mais la leçon n'a semble pas été retenue encore. Donc voilà, c'est tout dépend de l'importance que l'on porte à notre propre patrimoine culturel, c'est-à-dire à notre mémoire. Mais là, on parler comme un vieux con en disant non, mais même surtout en France, on a des organes qui s'occupent de faire de la préservation du jeu vidéo. Oui, qui n'ont toujours pas été reconnus officiellement et qui ne sont pas aidés par l'État, qui sont obligés de stocker dans des caves un peu pourries tout ce qu'ils peuvent, mais qu'ils font avec leurs moyens. La BNF, c'est un peu plus clean que ça quand même. On vous réinvitera pour un numéro sur le sujet. Je crois qu'on a. Là, je l'ajoute dans le petit calendrier des émissions. Voilà. Donc, d'autres nouvelles, Grégoire, du coup, de Martin Scorsese et de Leonardo DiCaprio. Et effectivement, on a appris cette semaine le retour d'un duo qui fonctionne bien. Je veux bien sûr parler de Karel et PJ sur Hyperlink. Non, je rigole. C'est très bon. Donc la nouvelle association du réalisateur Martin Scorsese et de l'acteur DiCaprio qui vont débuter au printemps prochain le tournage du film du long métrage Killers of the Flower Moon, qui est une adaptation du best-seller de David Gran, best-seller qui racontait, pour rappel, l'assassinat d'Indiens qui avaient découvert du pétrole sur leur terre en Oklahoma. Et donc ça, c'est peut-être fun fact, c'est à l'époque l'enquête avait été confiée à Edgar Hoover, donc qui deviendra le futur patron du FBI, et c'est un rôle qu'a incarné DiCaprio à l'écran. C'est un film qui est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc tous les fans se demandent si DiCaprio incarnera à nouveau le rôle de ce personnage qu'il a incarné il y a quelques années. Donc on a un Hoover Cinematic Universe qui est en train de se créer, c'est absolument incroyable. Donc 6e collaboration entre DiCaprio et Scorsese, je crois. 7e même. En fait, c'est la 6e en termes de long métrage au cinéma, mais il y a eu une sorte de, on va dire, on l'appelle film, qui s'appelle The Audition, qui était à propos de DiCaprio et qui a été réalisé par Martin Scorsese. Donc c'est pour ça que les chiffres officiels, c'est 6, mais on peut intégrer celui-là, c'est la 7e fois qu'ils travaillent ensemble. Un épisode apocryphe. Voilà. On continue avec toi, Cédric. Deux news très fournies qui viennent du monde de la bande dessinée et de l'animation. Et bah oui, Angoulême vient un peu de commencer à annoncer toutes les expos, tous les petits hommages qu'il va y avoir. On sait qu'il va y avoir quelque chose pour les 80 ans de Batman, pour les 60 ans d'Astérix, pour les 60 ans de Boule et Bill. Il va y avoir une exposition Taiyo Matsumoto, donc le samouraï bambou, ping-pong, mer béton. Une exposition Tsutomu Nihei, qui est l'auteur de Blame, qui est l'auteur de Night of Sidonia et de nouveau alors j'ai toujours du mal à prononcer, je crois que c'est Apophisme, enfin bref, c'est la nouvelle série. Et globalement, moi je suis très très fan de tout ça. Alors surtout de Tsutomu Nihei, dont je parlais dans notre dernier Mangacast Omake, où j'expliquais que c'est un auteur qui a beaucoup qui adapte son style graphique à l'histoire qu'il va donner en fait. Donc je sais que souvent des gens n'aiment pas certaines de ses séries, en préfèrent d'autres, mais moi justement je trouve que c'est la force et c'est un des rares mangaka qui tente vraiment de changer sa patte en fonction de vraiment l'histoire. Donc dans sa dernière série qui se passe dans un univers très neigeux, il y a beaucoup de blanc, en fait il y a beaucoup de mine d'arrière-blanc. Donc voilà, donc c'est un beau programme que Angoulême annonce et surtout le pôle manga va tripler. Donc pour moi c'est toujours une bonne 950 mètres carrés et là on passe à 2500, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Un truc assez classe quand on sait que Angoulême il y a 2-3 ans avait pas forcément bien traité les auteurs manga lors de la remise des prix. Voilà, petite parenthèse fermée. Et d'autres nouvelles du coup qui nous viendent de Japan Expo cette fois-ci. Alors là pour moi c'est le gros, mon Kokoro explose, c'est pour les 40 ans de Gundam. La Sunrise vient d'annoncer un énorme rendement. On sait qu'il y a environ 6 projets Gundam qui vont être lancés l'année prochaine. Et surtout, il y a Tomino Sensei, le créateur de Gundam, qui va venir pour la Japan Expo. Donc, c'est un événement, je crois qu'il est venu une fois en France de mémoire. Je vais pas m'avancer, mais il me semble. C'est la première fois qu'il va faire un événement aussi énorme officiel, que Japan Expo. Et je suis assez content parce que je trouve que ça fait longtemps que Japan Expo n'a pas eu de gros invités manga animés qui marquent vraiment. Oui. Il y a le Cowboy Bebop l'année dernière. Oui, mais il était déjà venu en fait. Je veux dire, des gros dont c'est la première fois. C'est-à-dire là, des vraies exclusivités, ça faisait longtemps que Japan Expo n'en avait pas eu. Et mine de rien, Gundam, c'est un des gros renouveaux de la SF, inspiré bien sûr de Star Wars, mais qui a su vraiment juste s'infuser de la manne de Star Wars pour donner quelque chose d'autre qui lui est propre et qui a inspiré tout un pan de la pop culture japonaise, quoi. Donc rendez-vous à Japan Expo au mois de juillet. Vous êtes fan de Gundam autour du plateau ? Rafik, Pipo ?
Pas spécialement, non. En fait, c'est des choses enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert par rebond, puisque en France, on a eu d'autres licences en fait qui, par curiosité, nous ont menés vers des Gundam, et Gundam s'est jamais vraiment imposé, donc j'ai pas grandi avec. Voilà. Et Pipo? Moi, j'avais commencé en découvrant Evangelion, comme beaucoup de gens, qui auraient pu m'amener vers Gundam, mais j'ai préféré partir vers le côté parodique, et donc je suis plus allé vers Gurren Lagann et Kill la Kill. Et j'ai pas assez fait les vrais animés classiques, genre Gundam, Gunbuster et tout ça. Il faudrait qu'un jour je m'y mette. Ouais, mais t'as deux écoles après. Bon, on vous renvoie vers le numéro qu'on a consacré à Gundam et au mecha avec Jean-Philippe Dubrul, qu'on embrasse très fort. Fin de Case News, nos réactions sur les trailers de la semaine. Alors on va commencer peut-être par le plus gros, le Roi Lion. Magnifique. Ah, tu lâches le mot. On l'a regardé avant l'émission avec certaines personnes, et je trouve que c'est mignon. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça sera probablement nul, mais moi ça marche sur moi, et je vais aller le voir Day One probablement et être déçu. Mais bon, Simba, il est vraiment très très mignon quand même. T'es pas le seul, je suis bien d'accord. Alors c'est le film de Jon Favreau avec une distribution absolument incroyable. On a Chiwetel Ejiofor en Scar, je crois, Beyoncé en Nala, et Charlie Gambino en Simba, etc. On a John Oliver, c'est Seth Rogen. C'est un très très gros casting. Mais quand même un petit peu un copier-coller de l'original, au plan près. Voilà. On en parlait événement la semaine dernière. Culture du vide, je trouve c'est bien, ça tombe pile au moment où on doit en parler, parce que là, il y avait déjà La Belle et la Bête qui ne faisait que recopier son original de dessin animé, et c'est la formule Disney. En fait, ils ont vu que ça marchait. Maintenant, ça va être la presse à papier. On recopie sans que ça n'ait sens, quoi. Il y a combien de films live de Disney prévus, Rafik? En nettoyant les aspérités. Oui, La Belle et la Bête, et certainement sur le Roi Lion. Je pense pas que les hyènes vont être dépeintes comme elles l'étaient dans les années 80. Non, bien sûr. C'est bien vu. Il y en a 19 pour l'instant d'annoncés. On sait que on a vu la bande-annonce de Dumbo, on avait la bande-annonce de Aladdin, on sait que Mulan est annoncé, on avait dit quoi, Rox et Rookie, non, La Belle et le Clochard, je crois. Bref, la manne est sans fin. Je rappelle que Disney prévoit un préquel sur Kernabog, qui est le démon de la montagne dans Fantasia. Vous ne vouliez pas savoir cette information? Oui, c'est vrai. Oui, et on a également un autre trailer, c'est celui d'Aquaman. Alors Aquaman, voilà, peut-être la dernière branche à laquelle se raccroche DC et Warner Bros pour faire vivre le DCverse. Pas beaucoup de réactions autour du plateau. C'est le moment désagréable de dire à quoi bon. Voilà. Elle était simple, elle était gratuite. Je te prierai de ne pas décrocher le micro pour le drop au sol. Très bien. Voilà. J'ai mon propre micro en mousse. Non, mais s'il y a autour de la table des gens qui regardaient un peu la série Entourage, ça peut être amusant de s'intéresser au projet Aquaman, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà eu le making-of en fait. Très bien, on rappelle quand même que c'est réalisé par James Wan, qui derrière prévoit l'adaptation, si Aquaman fonctionne, de Macross, si je dis pas de bêtises. Voilà, Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, tu penses? Quand il y a des films comme Justice League n'ont pas très très bien marché, et il y avait quand même des ambitions qui étaient autres. Là, c'est juste Aquaman. Quand les trailers nous montrent une espèce de Deadpoolisation de l'Aquaman, là, quand il veut faire pipi sur la pierre, la fin. C'est un peu ridicule, je sais pas si ça va marcher auprès du public, non. Bon, on verra, réponse au mois de décembre. Et très rapidement, vos avis, parce qu'il est déjà 17h16, vos avis peut-être sur les premières images qu'on a eues de Creed 2. Je ne les ai pas vus. Voilà, Creed 2. Lego 2 aussi. J'avais noté ça sur le conducteur. Ok. Perso, j'ai passé l'âge des Lego. Oh là là. On n'a jamais passé l'âge des Lego. Lego, le film, j'ai pas eu le temps d'avoir l'annonce du 2, mais si c'est le même réa, j'ai pas aucune info sur le 2. C'est les mêmes réa que le 1? Très bonne question. Non, je ne crois pas. Rafik dit non. J'ai l'impression que non. Non, bah alors ça m'intéresse moins, parce que dans le 1, il y avait quand même une réflexion intéressante sur le concept de jouet, tout simplement. Donc un truc qu'il y avait que dans Toy Story pour moi, et que Lego a réussi à ramener à sa sauce à lui. Mais la fourchette de Toy Story 4 peut-être. On a déjà dit c'est pas un jouet justement. Faut qu'on en parle quand. C'est une théorie qui circule effectivement. Voilà. Mais on vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Elle a déjà été formulée en plateau. Merci pour ce point news. On s'écoute tout de suite. Forcément, même oblige. Weezer, Pork and Beans. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Cédric qui danse cette semaine. Oui. Ah, c'est toi qui danses maintenant. Mais il en faut un toujours. Il en faut un toujours, évidemment. À cette place en plus, j'ai remarqué. Donc c'est un problème du siège. Il est vrai. Grégoire, toujours qui danse pas. Non, fidèle à moi-même. Très bien, toujours avec Alexis aussi, et puis évidemment avec Pipo et Rafik. Vous avez apprécié cette petite pause? Oui. Bon, très bien. Non, mais je sais pas, je demande votre avis. J'ai apprécié avoir de l'eau, mais je déteste Weezer. Tu détestes Weezer? Parce que je suis qu'un sale poseur. En fait. Aïe. Bon les amis, c'est parti on va pas perdre de temps, c'est parti pour les critiques. On a cette semaine Pokémon Let's Go Pikachu Evoli et Projecto The Empire of Corpses. Mais c'est de la merde. Alors Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, faut-il y aller Alexis? Je me souviens, il y a un an,
À ce plateau, on parlait de Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Tout à fait, avec Lou et Alvin. Voilà, et on concluait que ce dernier épisode 3DS fermait un chapitre de l'histoire de Pokémon sur les consoles mobiles de Nintendo et qu'un renouveau était à prévoir et surtout à espérer. Voilà. Un an plus tard, donc, nous voilà pour parler de cet épisode un peu bâtard qui est Let's Go et qui, disons-le tout net, ne répondra pas aux inquiétudes des fans de la saga. On le sait depuis le début, Game Freak nous sort ici un épisode filler parlant tant aux fans de la première heure, c'est du fanservice à gogo, qu'aux derniers arrivés avec les mécaniques empruntées à Pokémon Go. Si on savait à quoi s'attendre, les premières heures de jeu sont assez particulières. Particulières tout d'abord parce qu'enfin on joue à un jeu Pokémon sur sa télé et ça c'est un rêve de tout fan de Pokémon. Moi, le premier, j'étais comme un gosse dès que je voyais mon Pikachu à l'écran sur ma télé, ça c'est génial. Particulière ensuite car si ça ressemble à un jeu Pokémon, si ça sent le Pokémon et que ça sonne comme Pokémon, c'est pas vraiment un jeu Pokémon. Mais il faudrait savoir, tu te plaignais de la linéarité qui a mené à Ultra Soleil et Ultra Lune et tu te plains que le jeu est différent. Oui, je vais pas revenir sur le débat Star Wars 8, est-ce que c'est bien ou pas bien, canon ou pas, mais la saga Pokémon est ancrée dans des codes depuis ses origines qui ont évolué mais n'ont jamais été révolutionnés. Ici on nous sort un mix entre Pokémon Go et les jeux classiques de la 3DS. Sur le papier l'idée est intéressante parce que le jeu reprend 95% de la version jaune sortie il y a 20 ans, mais comme on est en 2018 la technique est évidemment différente et revisiter Kanto est un vrai plaisir. Le jeu est plus beau que sur Game Boy et sur DS quand il y a eu les remakes, il est très coloré et très mignon, mais il est évident que la Switch peut faire mieux que ça. Techniquement, je trouve que c'est pas terrible, surtout quand on voit les ombres ou certaines animations de combat qui sont franchement limitées. Alors les sprites des Pokémon, ils sont super. Je pense qu'on commence déjà à voir ce qu'ils vont nous faire pour le prochain Pokémon, mais c'est un peu limite. On se demande même parfois si on n'est pas sur un jeu mobile en fait, carrément, parce que c'est pas très très joli. Alors bon, évidemment, c'est mignon et c'est cool parce que vous avez Pikachu et Evoli. Alors tout ce qui était possible de faire avant dans les anciens jeux Pokémon, c'est-à-dire habiller le Pokémon, le caresser, tout ça, on peut le faire. Et c'est encore mieux, c'est encore plus mignon. Donc ici, on s'y retrouve. Toutefois, comme je dis, on revient à Kanto. C'est la 3e fois qu'on revient à Kanto. Et ça crie le déjà vu à tous les étages. Tout est similaire. Le design, les villes, c'est les mêmes. Les personnages, c'est les mêmes. Les blagues, c'est les mêmes. Tout est pareil. Et donc, du coup, le jeu est mignon. Donc, c'est-à-dire qu'il est destiné aux enfants. Peut-être qu'il est un peu trop facile. Le jeu est accessible. D'accord. Le jeu est accessible et l'accessibilité n'est pas un gros mot, puisque les derniers opus de la saga, même sur 3DS, avaient mis l'accent sur l'accessibilité. Là, par contre, les mécaniques, la plupart des mécaniques de jeu sont simplifiées, parfois même à l'extrême. Vous pouvez transporter tous vos Pokémon avec vous, vous n'avez pas besoin de passer par un ordinateur pour les récupérer. Il y a des conditions d'entrée dans les arènes. En gros, si vous allez vous faire poutrer, le jeu ne vous laisse pas entrer dedans. Le gain d'expérience se fait via la capture. Il y a le multi-ex, on l'a de base dans le jeu. Tout est plus simple. Il n'y a plus, par exemple, les objets, ce genre de choses. Donc, en tant que débutant, si vous n'avez jamais joué à Pokémon, ça vous allez apprécier parce que le coup d'entrée est pas très très fort. Par contre, si vous avez aimé les autres jeux, ça va vous paraître un peu simpliste. Mais si vous venez de Pokémon Go, vous avez un jeu un peu comme Pokémon Go qui est scénarisé, vous avez une quête, il y a un sens dans cette quête, mais bon, c'est quand même pas très très dur et vous allez pouvoir traverser le jeu sans trop galérer. Il faudra juste revenir, j'ai parlé de la capture, c'est le cœur du jeu, c'est la capture. C'est le principal moyen de gain d'expérience du titre. Un Pokémon sauvage, par exemple, rapportera beaucoup plus d'XP qu'un combat, surtout qu'il y a les multiplicateurs hérités de Pokémon Go en fonction des lancers que vous faites, etc. D'accord. Et là, l'autre différence, c'est que les Pokémon apparaissent sur la map. Donc en fait, vous pouvez aller ou ne pas aller faire les combats, un peu comme dans FF12. Et vous vous retrouvez une fois le combat lancé avec votre Pokéball face à votre Pokémon et vous lancez votre Pokéball avec soit votre Joy-Con, soit la Pokéball Plus. Et après, votre Pokémon est capturé, vous gagnez de l'XP, tous vos Pokémon gagnent de l'XP. Vous pouvez, comme dans Pokémon Go, transférer le Pokémon au professeur ou le garder dans votre boîte. Et si vous le transférez, comme dans Pokémon Go, vous avez les bonbons qui vous permettent d'améliorer vos Pokémon, etc. Les mécaniques sont comme celles de Pokémon Go, c'est très efficace, mais c'est assez redondant en fait. Et le slogan « Attrapez-les tous », il aura rarement été aussi pertinent, mais également aussi épuisant. Là où précédemment la capture n'était qu'accessoire dans les autres jeux, puisqu'on se faisait son équipe et après on faisait battre les bestioles pour avoir les plus forts possibles, là c'est la capture qui est au cœur du gameplay, donc c'est vraiment un jeu de capture et non pas de combat. Et c'est vraiment la chose à retenir de cet épisode, c'est que c'est un jeu de capture et pas de combat, et c'est une différence de philosophie dans le gameplay qui est très très importante. Alors on mesure quand même la durée de vie d'un Pokémon à son post-game, et qu'est-ce que nous propose Pokémon Let's Go sur ce point? Les anciens opus mettaient l'accent sur deux aspects en post-game, la stratégie avec le breeding et la recherche du Pokémon parfait, de l'autre côté le shiny hunting. Ici je trouve que le jeu déçoit parce qu'en fait, je ne vais pas spoiler, mais vous capturez Mewtwo, vous attrapez les 150 bestioles, il y a des espèces d'experts, donc chaque Pokémon en fait a un expert et vous allez devoir le battre avec ce Pokémon là, c'est-à-dire qu'il y a un expert Chenipan, vous allez devoir battre l'expert Chenipan avec Chenipan. Pour moi c'est de la durée de vie artificielle parce que c'est vraiment pas très intéressant, on va trouver les légendaires, etc. mais on va tourner en rond. Et en fait ce qui est intéressant dans les autres opus, c'est vraiment comment faire pour avoir le Pokémon parfait, comme je le disais, et là vous faites des chaînes comme dans Pokémon XY, vous chaînez
un Roucoule par exemple, et au bout de 10, 15, 20, 30 Roucoules, vous avez plus de chances qu'il soit shiny et qu'il ait des meilleurs IV, donc des meilleurs stats. Donc c'est-à-dire que ce sera un meilleur Pokémon pour le combat. Sauf que le problème, c'est que la stratégie, comme le jeu est très simplifié, dans Pokémon Let's Go, la stratégie ne sert à rien parce qu'il n'y aura jamais de scène compétitive. Donc on crée une boucle de gameplay qui ne sert à rien en fait. À mon sens, ça marche. Il n'y aura jamais de compétitif là-dessus. Bref, c'est pas un incontournable. Ce jeu n'est pas incontournable. Je vous invite à lire mon test que j'ai publié en fin de semaine pour avoir plus d'informations, parce qu'il est plus complet. Mais je vais dire la même chose que ce que j'ai dit l'année dernière en concluant sur Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Pour le raz-de-marée, rendez-vous l'année prochaine. Sauf que cette fois, je suis un peu plus impatient que l'année dernière. Évidemment, une année en plus, forcément. Voilà. Est-ce qu'on a des Pokémonologues autour de la table qui attendaient le jeu ou qui ont envie d'y jouer, ou même tout simplement qui se laisseraient tenter par Pokémon Let's Go pour y jouer peut-être? Oui, Cédric, je te vois. Moi, j'avais une question, c'est par rapport est-ce que juste on peut pas penser que c'est plutôt une espèce de porte d'entrée pour le futur jeu qui arrivera l'année prochaine? Et c'est à mon sens c'est une porte d'entrée pour les développeurs. Ils se font la main sur Switch. Je pense qu'ils commencent à développer des assets qui ont été utilisés pour ce jeu-là, qui seront utilisés pour le prochain. Voilà. Et ça leur permet de gagner de l'argent, de faire venir des joueurs de Pokémon Go qui ont la Switch à Pokémon s'ils n'avaient pas forcément joué depuis très très longtemps à Pokémon. L'idée est pas mauvaise, mais c'est fondamentalement le jeu est pas très. Parce très que globalement, moi j'aime bien Pokémon. Je suis pas ultra hypé par le jeu, mais je trouve ça ultra beau. Donc juste pour le visuellement, le fait de me refaire Pokémon jaune, mais avec des graphismes Full HD, ça me botte quoi. À ce compte-là, effectivement, attends la prochaine génération qui arrivera avec un Pokémon sérieux sur Switch. Effectivement, là, c'est un peu leur démo, genre, regardez comment est-ce qu'on a déjà modélisé les 150 premiers, ils sont jolis comme tout, les prochains, ça va déchirer. Le seul truc, c'est qu'il faut peut-être pas passer sous silence que la Pokéball Plus, elle coûte 50 balles, que c'est le seul moyen d'avoir Mew, et que ses statistiques sont aléatoires, pardon, merci. Et donc, du coup, c'est une loot ball à 50 balles, et je trouve ça assez scandaleux, quoi. C'est assez scandaleux, mais juste sur ce point, le motion gaming, je trouve qu'au Joy-Con, il est pas toujours terrible, alors que sur la Pokémon, la Ball, ça marche au bout de 20 minutes, ça marche à peu près pour le lancer. Fallait bien un argument pour la vendre aussi. Mais par contre, non, le problème c'est qu'en fait il y a deux boutons sur cette balle. Donc en fait il y a un bouton qui est sur un stick. Et en fait au début, donc on veut valider quelque chose, on appuie sur le stick et en fait on se retrouve à changer de Pokémon, à faire une mauvaise attaque, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça c'est du foutage de gueule. En plus c'est le seul moyen d'avoir Mew, parce qu'on peut pas transférer Mew depuis Pokémon Go. Voilà. Et le mot de la fin va peut-être venir à Benjamin Benoît sur le chat qui nous dit: avez-vous vraiment envie de parcourir Kanto pour la 4e fois? C'est la Green Hill Zone locale. Stop. Ça l'a jamais dérangé de passer 18 fois dans la Green Hill Zone, lui. Alors il est vrai, on rappelle que son livre est chez Third Editions, évidemment. Génération Sonic, TMTC. On va peut-être finir avec Pokémon, à moins que vous, Grégoire, tu aies quelque chose à ajouter, mais vu que l'heure tourne. Non, ça va, je joue toujours à Pokémon. J'ai passé l'âge pour les Lego, mais pas pour Pokémon. Ah bah voilà. Mais ce que je vois quand même, c'était le parallèle intéressant entre Pokémon Go et celui-là, c'est que Niantic à l'époque avait essayé de faire une version hardcore de Pokémon Go, qui avait fait un peu râler les fans les joueurs à l'époque avec le radar, etc. Et en fait ils ont vite bifurqué en rendant le jeu beaucoup plus facile, et là c'est ce que soulignait Alexis, c'est qu'il reste sur cette lancée et donc il prolonge un peu l'expérience Pokémon Go sur Switch, et c'est une transition vers ailleurs. Et en même temps, plus il y a de Pokémon, plus le jeu est long, donc plus il faut le rendre facile pour qu'il soit finissable, donc en même temps voilà, c'est toujours une équation difficile à régler. Rendez-vous l'année... Non, vraiment, l'heure tourne. Ils vont sortir d'autres Let's Go, donc on aura peut-être Let's Go hors argent à venir, donc c'est important de voir qu'il y aura peut-être 2 séries de jeux Pokémon pour compléter ce que tu dis. Donc ça c'est effectivement ce qu'il fallait pour me hyper à l'année prochaine. Donc on passe du coup à The Empire of Corpses avec toi, Cédric. Mais oui, alors on va raconter un petit peu de quoi nous parle ce manga. Dans un Londres alternatif du 19e siècle, le monde a connu un nouvel âge d'or industriel avec la découverte d'une toute nouvelle technologie qui permet de ressusciter les cadavres et d'en faire une main d'œuvre bon marché. Dans cette nouvelle société remplie de nécro-esclaves, le jeune médecin de génie John Watson est arrêté pour avoir usé de cette nouvelle technologie pour se créer un nécromate personnel complètement illégal. On lui propose alors une solution alternative à la prison, partir à la recherche d'un scientifique du nom d'Alexei Karamazov qui aurait créé un nouvel état rempli de nécromates qui auraient la faculté de penser. Ce miracle aurait pu être rendu possible par la découverte du scientifique russe d'un artefact unique au monde, le journal du docteur Frankenstein, père de la nécrotechnologie, où seraient consignées ses études sur son premier sujet, un nécromate capable de parler et de penser par lui-même. Donc The Empire of Corpses, ou Shisha no Teikoku, est un manga dessiné par Ino Tomoyuki en 2015, d'après le roman du même nom qui est juste devant moi, écrit par le romancier Ito Keikoku, plus connu sous le nom donc de Project Ito. Alors il est amusant de noter que nous parlons d'une œuvre du Project Ito justement le jour où on parle de Hideo Kojima et de MGS. Kojima d'ailleurs a indiqué avoir pris des inspirations de l'œuvre du romancier. Alors est-ce que ça s'en ressent à la lecture du manga ?
Alors effectivement, les deux hommes étaient d'assez bons amis jusqu'à la mort de Ito en 2009, qui est décédé prématurément d'un cancer de longue date. Il s'est battu pendant plus de 10 ans. Kojima a d'ailleurs déclaré à ce jour que seul Ito a été la personne, selon lui, qui avait compris le sens profond de la saga, et il lui a dédié Metal Gear Solid Peace Walker, et a même dit qu'il aurait voulu, à la fin de Metal Gear Solid 5, que toute la série soit dédiée à Ito. Donc voilà, ça se pose là. Et quand on s'intéresse à la trilogie de livres de Ito, on se rend compte à quel point le travail de Kojima sur MGS1 a influencé dans son approche de la SF Ito et vice versa. À la lecture des livres de Ito, Kojima s'en est beaucoup inspiré, notamment donc pour Metal Gear Solid Peace Walker, MGS4 et MGS5. À la lecture du manga, qui ne regroupe qu'un tiers du roman, on se rend vite compte qu'on a une œuvre vraiment puissante entre les mains. Donc déjà puissante par sa narration, qui arrive à mêler habilement, selon moi, fantastique, ésotérisme, SF, thriller, le tout avec une dose d'horreur et d'humour. Son histoire appelle naturellement dans sa structure à un mélange des genres que Ito réussit parfaitement à mixer sans jamais que le résultat ne semble grossier. De la même manière, il réussit, à l'instar de l'auteur de MGS, à faire des références directes à d'autres œuvres, non pas dans le but de simplement citer, mais plus dans l'intention de contextualiser son récit et de l'ancrer dans une continuité artistique. Ainsi, un exemple assez simple, John Watson part dans une zone de guerre en Afghanistan, lieu où justement il vient au tout début de Sherlock Holmes, pour trouver des informations avant de se diriger en Transylvanie où se situerait ce fameux Empire des Morts, donc du professeur Karamazov, un homme qui est relié au roman Les Frères Karamazov, qui a dédié toute sa foi dans le but d'aider les autres. Mais au-delà de la narration, ce sont les thèmes abordés et les idées développées au cours du récit qui forcent le respect selon moi. À travers son récit, l'auteur pose des questionnements sur le conditionnement médical de la société qui prend le pas sur l'individualité. Dans un monde où notre corps ne nous appartient plus vraiment, car il sera bientôt propriété de l'État jusqu'au moment où on va mourir, quelle est la place de notre être ? Sommes-nous obligés de nous fondre dans cette société qui rejette ceux qui, comme Watson, tentent de penser par eux-mêmes ? L'orgueil de la science doit-elle se mettre au-dessus de la misère humaine qu'elle crée sur son chemin ? En résumé, l'œuvre de Ito est bien plus profonde pour que le simple d'esprit que je suis ne puisse, je vous l'avoue humblement, y répondre en moins de 5 minutes. À t'entendre, on comprend quand même l'importance des récits du bonhomme, mais qu'en est-il au final de cette adaptation manga en elle-même ? Est-ce qu'elle arrive à, à retranscrire toute l'œuvre, ou est-ce qu'elle ne fait que gratter la surface dans un côté plus concis ? Alors, oui, pour la simple raison, je vous l'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de lire le roman en question, donc tout ce que je viens de vous écrire ne vient que de ma lecture du manga. Je ne sais pas si ça signifie que le manga retranscrit parfaitement le roman, mais je pense néanmoins qu'il a réussi à capter les enjeux du récit. Annoncé dans la foulée de la production des films, il faut savoir qu'il y a une trilogie de films basée sur la trilogie de romans de Project Ito. Il y a donc une trilogie de manga qui a été annoncée sur le même concept, que c'est un mangaka par œuvre, comme il y avait eu un studio d'animation par film. Donc c'est Ino Tomoyuki qui s'en sort, et je trouve que il s'en sort assez bien. C'est son premier manga, depuis il a fait un manga Odin Sphere, il me semble. Donc monsieur est habitué à l'adaptation, et là il colle son trait au trait du film Empire of Corpses. D'accord. Si je devais pinailler, je dirais que le noir et blanc n'aide pas forcément à différencier certains personnages, que le chara-design est très similaire, voilà, ou qu'il y a des fois des scènes d'action un peu brouillonnes. Mais en résumé, je recommande volontiers la lecture de Empire of Corpses, mais je serais plus enclin à vous dire d'aller acheter directement le roman original que Pika Édition a eu la bonne idée de sortir au même moment, et ça va être la même chose pour les deux autres mangas de Project Ito qui vont sortir aussi. Donc la trilogie dans une même collection, ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Très bien, merci Cédric pour cette critique. Est-ce que ça vous donne envie un petit peu de tâter l'objet graphique ? Je t'ai vu opiner un petit peu du chef. Oui, parce que j'étais en train de regarder les images de l'adaptation qu'on annonce, et je trouvais ça très très beau comme comment dire, le steampunk tel que les Japonais le pratiquent a encore une élégance que je ne retrouve plus vraiment en Occident, donc j'ai hâte au moins de voir. Il est déjà sorti, les films datent de 2015, donc tu peux les trouver déjà, c'est sorti en Blu-ray. J'ignorais jusqu'à leur existence, donc merci de m'avoir invité. Et les deux autres, merci d'être venu. Et on a deux autres films du coup, Genocidal Organ et Harmony sont les deux autres. Les trois sont chez Atanime, je crois. Ouais, il faut savoir que là on sort Empire of Corpse en premier, mais Empire of Corpses en fait il l'a fait sur son lit de mort, donc il l'a écrit, c'est son assistant qui a fini les dernières pages du roman. D'accord. Et le Genocidal Organ qui est son premier ressemble, enfin il y a beaucoup de gros rapports avec MGS, surtout MGS2 MGS4 et vice versa, les deux trucs se mélangent beaucoup. Et j'attends beaucoup Harmony aussi, qui parle d'une société où le monde a été médicalisé complètement, et une jeune héroïne en fait a tenté de se suicider parce qu'elle peut pas supporter un monde aseptisé où la jeunesse n'est qu'une matière première, et elle est partie dans des conflits armés parce qu'elle a raté son suicide, et on lui demande de revenir parce que quelqu'un arrive à contrôler
la masse de gens pour créer des suicides de masse. Et donc là, ça ne peut pas aller. Bon dimanche, les amis. Pipo, Pipo, je t'ai vu sursauter. Ouais, non, c'est que je ne connaissais même pas l'existence de Project Ito en fait. Je savais pas que c'était le BFF de Kojima à ce point-là. Et du coup, je suis super intrigué. Les pitchs tous les pitchs que tu balances là me font super envie. Du coup, ouais, je pense que j'ai de la grosse lecture devant moi. Surtout que je me vois plutôt partir vers les romans directement. J'ai l'impression qu'il y a des univers assez incroyables qui sont balancés. C'est des univers très différents, mais c'est une trilogie qui se complète dans cette thématique. Je vois déjà, oui, une espèce d'obsession sur le corps médical et la société. Tout à fait. Il faut savoir que comme Ito, il avait un cancer dès la fin des années 90. Pour lui, il se considérait comme un cyborg parce qu'il était assisté médicalement. Donc il avait dit, quand il a vu MGS2, il était déjà sur son lit de mort. Kojima était venu, lui avait donné une version préparatoire de MGS2 que Konami avait d'ailleurs beaucoup gueulé. Et Ito avait fait en sorte d'aller mieux pour jouer au jeu. Et il a tenu jusqu'à à peu près Metal Gear 3. Il est mort pendant Peace Walker. Et on a un Alzeb sur le chat qui nous dit qui nous demande si le truc des cadavres, ça n'a pas finalement inspiré l'unité Skull de MGS5. Je sais pas, mais je pense que ça inspire entre autres le concept de Metal Gear Solid 4 des armées qui envoient un peu par procuration des cybersoldats, puisqu'il y a quand même le concept d'armées de cadavres. Les États en fait envoient juste des cadavres et ne s'intéressent plus vraiment à l'état de guerre. Ils envoient juste des cadavres, ils attendent de voir quel cadavre va gagner sur quel autre cadavre, quoi. Donc bon. Un petit lien avec Pokémon, donc on va faire cette parenthèse. Merci pour ces deux critiques. Merci Cédric, merci Alexis. On se donne rendez-vous après la pause pour le début de notre grand débat consacré à Metal Gear, à la mémétique et à la guerre de l'information. Et quoi de mieux que de s'écouter le thème principal de Metal Gear Solid 2 composé par Harry Gregson Williams et Tapi. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Cédric qui dodeline. Bah oui, tu m'as dit pas danser, donc dodeliner ça va. C'est bien, c'est une zone intermédiaire. Tu maîtrises, c'est bien, tu maîtrises. On est toujours avec Pipo et Rafik. Toujours, bah oui. Pipo, les deux bras en l'air pendant la pause. Ah, mais moi, dès que sur la fin du thème MGS2, j'ai les poils, moi, c'est pas possible. Dès qu'il y a des cœurs, ça marche. Incroyable. Très bien. Du coup, on va peut-être aborder le gros du sujet, le cœur de l'émission. Le grand débat, la deuxième moitié de notre rétrospective consacrée à Metal Gear, à la mémétique et à la guerre de l'information. C'est parti pour le débat. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à $100. Alors je propose qu'on commence tout simplement avec comment est-ce que vous avez découvert Metal Gear. C'est quoi votre première expérience avec Metal Gear? Rafik, Pipo? Je t'en prie, vas-y. Ah, moi, elle est très simple. C'était donc en 98, hein, c'est ça, si ma mémoire est bonne. 20 ans. Donc il y a 20 ans maintenant. Et là, oh là. Avec une démo qui tournait dans un magasin où on avait en fait la cinématique d'intro. Et moi, à l'époque, j'étais pas vraiment encore un gamer. Je commençais timidement à me laisser séduire par l'idée d'acheter au moins une console. Et ça m'a fait franchir le pas parce qu'en tant que cinéphile, c'était très facile pour moi de m'identifier à quelque chose qui était manifestement pensé comme une mise en scène, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est la cinéphilie qui m'a amené au jeu, très vite en fait le caractère mise en scène m'a gonflé, et c'est surtout le gameplay et ses intrications qui m'ont séduit. Donc c'était vraiment une porte d'entrée vers ce qu'est réellement le jeu vidéo, au-delà de sa comparaison un peu bêta avec le cinéma. Une bonne passerelle, effectivement. Et toi, Pipo, du coup, j'imagine, ton pseudo vient de là. Ouais. En gros, ça a commencé avec les previews dans les magazines quelques mois avant la sortie du jeu, notamment Player One, Joypad, etc., qui me rendaient fou. C'était vraiment pour moi, c'était tellement nouveau, soudain, un jeu où pour progresser, il faut essayer de pas tuer les ennemis mais de les éviter. Ça avait été vraiment une claque. Et du coup, j'ai pas lâché. À la sortie, je me suis jeté dessus, j'ai pris une gifle. Et effectivement, après le combat contre Psychomantis, je me suis dit, je veux écrire sur le jeu vidéo en fait. Je veux que ce soit mon métier parce que je savais pas qu'un jeu vidéo, ça peut faire ça aux gens. Ça peut faire pleurer, ça peut faire rigoler, ça peut mettre la peur. Comme dans les films, hein, comme on pourrait dire avec des guillemets, tu vois. Et du coup, ouais, ça a été ça. Et ensuite, je n'ai plus jamais lâché la série. Je suis beaucoup obsédé avant la sortie du 3 à aller harceler un pauvre revendeur qui n'avait rien demandé. Beaucoup de beaux souvenirs avec cette série. Justement, du coup, Rafik a défini Metal Gear comme une zone tampon entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est quoi pour toi Metal Gear? Si tu devais présenter Metal Gear pour les gens qui n'ont pas suivi l'émission la semaine dernière. C'est un bordel sans nom, pour commencer. C'est un truc auquel je peux difficilement maintenant conseiller d'aller, en fait, sans avoir potassé pendant quelques années. Non, c'est le canevas complètement libre d'un réalisateur frustré qui s'est dit, on m'a toujours pas accepté à Hollywood, alors je vais faire du jeu vidéo, et qui ne réalise peut-être même pas lui-même qu'il est bien meilleur en jeu vidéo qu'en réalisation, en fait, pour revenir sur ce que tu disais, quoi. Il est très fort pour mettre en scène des choses de jeux vidéo.
En fait, c'est très étonnant, hein, mais dans les secrets qu'il va mettre dans ses jeux, on va sûrement en reparler après dans l'onglet mémétique, mais dans tout ce qu'il va essayer de faire passer lui-même aux joueurs, mais par des moyens un petit peu détournés, je pense qu'il est vachement plus intéressant là-dedans que dans une espèce de mise en scène un peu plus figée ou cinématographique qu'on voudrait lui prêter, quoi. Bah justement, ce que tu le dis, c'est que c'est en fait un vrai metteur en scène, dans la mesure où il pense les limitations de son médium, il essaye de les repousser aussi. Du coup, on peut peut-être aborder le premier point du débat, c'est comment est-ce que Metal Gear, a fortiori peut-être le 2, parce que la semaine dernière on n'a pas forcément beaucoup parlé du 2 et je sens qu'on va en parler beaucoup cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais comment est-ce que d'après vous Metal Gear a conceptualisé le jeu vidéo comme un vrai langage et comme une manière de matérialiser une vision du monde à travers le médium ludique, d'après vous? Graphique. Je te sentais bien parti. Allez. Déjà, je reviens à la question du cinéma. Une des constantes chez les grands cinéastes, qu'il s'agisse de Hitchcock, Billy Wilder, Steven Spielberg, on pourrait en citer des tonnes, c'est de se poser toujours la question de où est le spectateur, à quel endroit se situe-t-il, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et on les a souvent accusés d'être des manipulateurs, ce qu'ils sont effectivement, parce qu'en fait, ils prévoient quelles vont être les réactions spécifique du spectateur face à telle stimulation scénique en fait, et c'est quelque chose qui n'était pas encore, j'ai l'impression qui n'était pas encore vraiment conceptualisé dans le jeu vidéo, et Kojima se préoccupe avant tout de ça, et la nouveauté avec Metal Gear et avec ce que Pipo Mantis nous a raconté sur la séquence de Psycho Mantis, c'est que tout d'un coup le joueur réalise qu'il est le cœur de l'opération explicitement, et ça c'était à l'époque extrêmement nouveau, quoi, de se dire je suis un acteur de ce qui est en train de se jouer. Grégoire, Pipo, vas-y. Juste pour très vite rebondir là-dessus, c'est des choses avec lesquelles il jouait déjà en plus dans ses productions précédentes. J'ai comme un exemple tout bête, hein, c'est presque un gag dans Snatcher où je sais plus à quel moment dans le jeu il faut lever le son. En fait, il y a un son très bas qui passe. De bombe, pour trouver une bombe, en fait, pour trouver une bombe, il faut augmenter le son de la télé, et quand la bombe pète, ta télé elle est à fond, quoi. Et déjà en fait il te place en tant que joueur et non plus en tant que personnage principal dans son jeu, et c'est ça que je trouve super malin chez lui. Grégoire, c'est même il va plus loin avec MGS2 quand il introduit le personnage de Raiden. En fait, on nous vend un MGS avec Snake, et au bout de 2 heures, on nous dit ton perso qui a une hype, qui a un charisme, qui a un style incroyable, on le met au placard. On prend Raiden qui même physiquement est aseptisé au possible, donc on peut aller chercher des éléments à droite à gauche, mais c'est un personnage qui est plat, et on te fait jouer avec, et après seulement 2 heures de jeu. Et donc là vraiment c'est une manière de dire au joueur qui a été placé comme l'a dit Rafik, qui a été placé au cœur de l'expérience pour la première fois, c'est une manière de lui dire le jeu fait ce qu'il veut, il est même plus à toi. C'est pire encore, il te demande presque de le tuer, puisque tu le vois disparaître dans l'océan, donc vers une mort certaine a priori, et il y a marqué voulez-vous sauvegarder, et ça c'est l'acte de faire oui, c'est vraiment je tue mon référent à l'écran. Il institue une sorte de déconnexion entre le joueur et l'expérience qu'il a du jeu, et il l'a fait valider même par le joueur par exemple quand Raiden enlève ses plaques où sont inscrites le nom et le prénom du joueur, et que le joueur s'attend à ce que disent, on s'attend à avoir un truc de fou, et Raiden qui dit non je connais pas, et que tu te prends ça dans la tête par un personnage que tu trouves aseptisé encore une fois. Ça peut faire mal à l'ego de certains, et en même temps c'est une manière de dire en fait le jeu peut se passer du joueur, et c'est une entité autonome. Joueur 1 je connais pas. Je l'attendais donc je l'avais préparé. Voilà. Non mais effectivement tu poses la bonne question, c'est à quel moment où commence le vaisseau du joueur et où commence le personnage en fait. Moi pour une fois de plus rebondir, mais j'ai toujours défini Metal Gear Solid 2 comme le hold-up du siècle, et c'est dit avec toute la tendresse que je peux avoir pour ce jeu, pour Kojima. C'est un jeu qu'on nous a vendu sur une nouvelle console, donc il fallait acheter une nouvelle console chère en plus à l'époque, hein. Oui. On nous l'a vendu avec des effets de dingue, les effets de pluie, le Snake sur le tanker, machin, pour effectivement nous le retirer au bout de 2 heures, ce qui était déjà une belle arnaque. Ensuite Raiden rajoute l'insulte à l'injure, l'insulte à la blessure, en disant ce mec là je le connais pas, j'en veux pas, donc on se fait dégager du jeu qu'on vient d'acheter. Et en plus de tout ça, un des plus gros plot twists du 2, je pense qu'on peut aujourd'hui les vanter, c'est qu'on nous faisait refaire les événements du 1 depuis le début. Et donc c'est à dire que du début à la fin, Kojima dit à son joueur je ne te respecte pas, en tout cas sur ce jeu là, hein, je m'en fous de ton avis, je te fais même refaire les événements du 1, mais comme c'est sur une nouvelle console et que c'est clinquant, tu n'y as vu que du feu. Et je trouve ça fou, quoi, de réussir à se hold up vraiment. Pour un joueur actuel qui n'y aurait pas joué, ce serait plutôt un truc à la Undertale, voilà, qui
travaille vraiment le médium et qui met le joueur face à sa position. Mais Undertale, tu l'achètes à 15 balles sur Steam, quoi. T'achètes pas une console neuve et un jeu neuf que tu attends en plus depuis Metal Gear, qui était une pierre dans le jeu vidéo, quoi. Évidemment. Je propose qu'on C'est super balèze. Excuse-moi, je termine. Avec que Konami, ou en tout cas que Kojima ait réussi à passer sous le regard des exécutifs, mais avec un tel budget, une telle pression, etc., de réussir un tel coup de Trafalgar en plus. En fait, il y a l'idée aussi de l'entremonde, c'est-à-dire que si tu projettes un film dans une salle vide, le film n'existe pas. Il n'y a personne pour le regarder. Et de la même façon, dans le jeu vidéo, le jeu n'est pas à l'intérieur de la console. Il n'est pas non plus du côté du joueur. Il est vraiment dans le dialogue qui s'est installé entre la machine et le joueur, c'est-à-dire dans un entremonde, en fait. Le troisième monde, peut-être, pour la PS2. Mais cet entremonde, philosophiquement, il est très important. On y viendra peut-être par la suite, mais parce que c'est vraiment le monde des formes en suspens. Mais justement, tu abordais le twist de MGS2 et on peut peut-être aborder le deuxième. Du coup, l'implication, disons, thématique du twist, qui est la question de l'information, la question de quel sens on donne à nos actions. Alexis, je te vois réagir. Mais c'est assez intéressant parce qu'MGS1 nous disait il faut mettre les nations à genoux à travers l'arme atomique. MGS2 nous dit l'accès et le contrôle à l'information, c'est plus important que la domination globale. Et quand on remonte à la pensée qui mène à ça, on remonte à même avant la mémétique dont on va parler, c'est la condition postmoderne, c'est Jean-François Lyotard qui, dès 1979, nous disait que le savoir va devenir un critère décisif dans la compétition mondiale, qu'il est probable que les nations se battent dans le futur pour le contrôle de l'information, comme ils se battaient auparavant pour des territoires. Et en fait, les patriotes de MGS2, c'est juste une organisation clandestine qui vise au contrôle politique, économique et social, et ils mettent pour ça des efforts non pas militaires. Même d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la menace, c'est pas une forme nucléaire énorme, c'est plutôt une installation défensive qui peut contrôler l'information et la diffuser partout. Donc on a vraiment ça n'a plus rien à voir avec MGS1 et on en a déjà parlé la semaine dernière, on peut peut-être développer un petit peu, c'est à ce titre assez visionnaire puisque tout ce qui se passe dans MGS2 aujourd'hui on peut penser qu'on se rapproche un peu d'une situation qui plus que rapprocher, hein, si on reprend le dialogue si on reprend le dialogue final entre avec Rose et le colonel et qui explique à Raiden la vérité, c'est les événements qui se passent actuellement parce que globalement il t'explique que le plan des patriotes c'est que jusqu'à présent la génétique trie les gènes et naturellement la mémétique se triait naturellement, on peut pas retenir toutes les chansons du monde et ainsi de suite. L'arrivée d'internet fait que tu as un stockage global et donc tu crées une culture du vide parce qu'il y a tellement d'informations, les gens sont tellement noyés qu'ils font des débats sur tout et sur rien, donc le moindre truc qui pète sur internet ça devient un mini esclandre pendant une semaine et on passe au mini esclandre, donc plus rien n'a d'importance, donc on comprend plus les besoins vitaux. Et le but des patriotes globalement c'est de bloquer internet pour ramener un effet entonnoir et ramener juste la quintessence de ce que l'information a besoin d'être. Le fameux créer du contexte, justement. Et ils expliquent globalement le point le plus important de ce dialogue, après je te laisse complètement la parole. C'était quand le dialogue sous les yeux en fait. Vous exercez votre droit à la liberté, voici le résultat. Toute la rhétorique pour éviter les conflits et se protéger mutuellement. Les vérités non vérifiées, dictées par différents intérêts, continuent de tourner et de s'accumuler dans le bac à sable des systèmes de politiquement correct et de valeurs. Ce sur quoi Rose renchérit, tout le monde se retire dans sa propre petite communauté fermée, craignant un plus grand forum. Ils restent dans leurs petits étangs, laissant filtrer la vérité entre guillemets qui leur convient dans le cloaque croissant de la société en général. Tout l'échange qu'ils ont, c'est avec les débats qu'on a sur les fake news, les bulles internet, etc. On est vraiment en plein dedans, quoi. Et je pense qu'effectivement, rétrospectivement, le jeu est en train de nous annoncer quelque chose. Il ne faut pas quand même, par rapport à l'idée de contexte, rappeler que ce titre est sorti après l'acte de naissance du 21e siècle, qui était le 11 septembre. Il a été écrit avant. Il a même été un petit peu retardé parce qu'il a fallu enlever les Twin Towers de la cinématique finale. Oui, possible. Mais on savait déjà, on se doutait à l'époque que quelque chose d'autre s'était joué dans cet événement traumatique, en fait, qui avait rapport à la conception qu'on avait tous de la société. Et ce que le jeu nous annonce dès son générique d'ouverture, avec ces chaînes ADN, qui sont en fait les serpents de Snake, les fameux Snake, quoi, qui tout d'un coup explosent et se libèrent en des myriades de micro-informations. C'était complètement cryptique, je pense, pour les joueurs à l'époque, même si on avait l'intuition que ce qui nous était délivré n'était pas faux par rapport à la vision du monde qui était en train de se créer. Aujourd'hui, on est plus en mesure de comprendre ce générique symboliquement qu'on l'était à l'époque. À l'époque, oui, on sortait d'X-Men, on se disait, oui, bon, il a repompé Bryan Singer vite fait, et voilà. Et moi, il y a un autre truc que je voulais ajouter dans ce dialogue-là qui m'a encore plus impressionné, c'est ce que dit Raiden face à ça quand il dit, je vais vous arrêter, et globalement il dit, non, tu vas pas nous arrêter.
arrêter. Snake t'a dit de nous arrêter et toi, en tant que bon pantin, tu vas faire ce qu'on te dit, donc tu n'as même pas un libre arbitre. Et en fait, tu avais vraiment un lien au joueur parce que globalement, le jeu avant te proposait d'arrêter le jeu. Le colonel te dit, il te le demande même. Il te dit arrête le jeu, c'est bon. Et en fait, globalement, je pense que métaphoriquement parlant, la seule manière de gagner le jeu, c'est de faire ce qu'il te dit, c'est de l'arrêter, parce que si tu n'arrêtes le jeu, tu joues pas le jeu des patriotes en fait. En continuant, tu scelles ton propre destin. Et donc pour moi, il peut pas y avoir vraiment d'arnaque dans le sens que tu as décidé toi-même de continuer parce que tu veux voir la vérité, mais c'est la vérité qu'on t'impose, donc tu vois. Et donc quand il dit à la fin en enlevant ses plaques, je connais pas ce mec, c'est la seule vraie décision qu'il prend de tout le jeu, de se dire je connais pas, maintenant je choisis moi-même ce que je veux faire en fait. Donc je trouve que symboliquement l'idée, plutôt que de faire un fuck aux joueurs, c'est de dire voilà ce que vous devriez faire de temps en temps. C'est-à-dire que c'est bien d'écouter des trucs, mais essayez de penser par vous-même et d'avoir votre propre angle de réflexion. Alors justement, tu as lâché le mot magique tout à l'heure, mémétique, au détour d'une phrase. Je vous en propose une définition très rapide. D'après Richard Dawkins, il s'agit d'appliquer à la culture les lois de la génétique, avec donc l'évolution et la sélection naturelle. Donc tu l'as très bien résumé avec la sélection de l'information. D'après Richard Dawkins, un mème, c'est quoi ? C'est une unité d'information qui appartient à un cerveau échangeable au sein d'une société et dont la survie est subordonnée à la capacité à produire un comportement imitable. Donc ça peut être la fourchette tenue à gauche, ça peut être, je sais pas moi, la danse Fortnite, ça peut être le signe de croix, ça peut être le salut nazi aussi, quelque part. Donc on voit qu'il y a quand même des implications très fortes dans cette notion-là, qui dépasse le simple statut de même internet où on rigole. Le truc, c'est qu'on maintenant le terme est devenu beaucoup plus léger, léger et même beaucoup plus global, quoi. Tout le monde utilise le terme mème. Et c'est vrai qu'il y a encore peut-être 10 ou 15 ans, c'était un terme réservé plus en philo, en sociaux, etc. Et c'est vachement bien du coup de réaliser qu'en fait un bébé qui danse, c'est un truc aussi important pour une culture populaire que des trucs effectivement aussi importants ou graves qu'un salut nazi, qu'un générique de série télé ou que tenir sa fourchette dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais justement, c'est la vraie question, et c'est peut-être là que je vais vous travailler un petit peu, mais est-ce que finalement la survie de l'information par son statut, par sa capacité à créer de l'imitation, c'est pas un danger ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission, il n'y a que de l'imitation. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens dans les signaux qui se transmettent ? Je pense par exemple à une souris verte, tout le monde le chante, mais personne ne sait ce que ça raconte, à part peut-être certains qui pensent que c'est un Vendéen torturé pendant la guerre de Vendée, qu'on trempe dans l'eau et dans l'huile et qui ne marchera plus après. Ouais. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, il y a même puisque tu cites les comptines enfantines, si on s'intéresse vraiment au sujet, on découvrira qu'elles ont toujours été des secrets, cachés à la vue de tous. C'est-à-dire tout le monde se les transmet de façon sympathique, et de temps en temps, une fois par siècle, il y a un petit malin, un petit gamin un petit peu plus éveillé qui tout d'un coup percute et se dit mais ça me raconte complètement autre chose, et c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de fusionner un message complexe et secret à l'intérieur de choses dont on sait qu'elles vont circuler partout. La mémétique n'est pas une invention de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe. Le Moyen-Âge l'utilisait déjà, quoi. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, je vais pas rentrer là-dedans, mais si vous allez sur Wikipédia, vous découvrirez que ça utilise le langage des oiseaux et qu'en fait aucun mot n'est ce qu'il veut dire a priori, quoi. Donc ça, c'est pas nouveau. De la même façon qu'on a toujours inscrit des secrets scientifiques, mystiques dans l'architecture, et qu'on peut, si on a le désir d'érudition, découvrir que l'architecture autour de nous raconte une histoire qui au fond n'est pas cachée parce qu'elle est vraiment sous nos yeux. Dawkins faisait une différence entre mème et méméplexe, et on a perdu le mot méméplexe. Le méméplexe, c'est lorsque plusieurs mèmes se collent les uns aux autres pour former un ensemble cohérent qui devient un organisme qui va survivre ou pas à l'environnement informationnel dans lequel il évolue. Les idées sont plus des méméplexes. Le mème, c'est vraiment une unité d'information extrêmement simpliste. C'est pas une idée en soi. Mais tu parlais du salut nazi et du bébé qui danse. C'est en les collant l'un à l'autre qu'on commence à créer un méméplexe qui peut ou soit mourir tout de suite ou survivre. Et la survie, l'environnement dans lequel aujourd'hui ces méméplexes circulent, c'est bien sûr la société de l'information et d'internet, où les gens choisissent ou pas de les transmettre, et donc la sélection entre guillemets naturelle, elle se fait par le biais du like ou simplement de l'ignorance du phénomène. Rendez-vous dans 1000 ans pour savoir si les bébés danseront sur Fortnite en faisant des saluts nazis. J'ai envie d'y être. Grégoire, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Ils danseront sûrement sur autre chose d'ici là, mais alors l'introduction par rapport à Dawkins, faut aussi la prendre avec des pincettes, parce que depuis 10-15 ans, il y a toute une vague d'auteurs sur la mémétique, de théoriciens de la mémétique
fait qu'ils commencent à prendre leur distance et qu'ils comprennent qu'il y a des limites entre, on va dire, Dawkins, quand il introduit le parallèle entre gène et mème, c'est pour expliquer un peu le principe entre le gène, c'est une information, et donc il y a un message à faire passer dans un mème, et après le mème va juste servir de porteur en quelque sorte. Il dit, c'est comme ça qu'il introduit le truc, et après ça s'arrête là parce que ça touche à d'autres choses en fait. Quand on par exemple, quand tu te brosses les dents le soir, tu vas appliquer une instance brossage un mème d'une instance brossage d'une durée de vie de 3 minutes en fait. Enfin vraiment c'est ça le truc. Mais c'est pas toi qui va créer le mème. Et en fait là où on intervient sur l'imitation, c'est que avec donc ça c'est par rapport à ce que disait Pipo, il y a une sorte d'intimité, de proximité inhérente à la mémétique et à la pop culture. C'est-à-dire que grâce à Internet, grâce à la web culture, tout ça a permis de diffuser cette mémétique et d'englober des masses dedans, même si elles n'en sont pas conscientes, elles n'ont pas le recul nécessaire pour dire c'est un mème vide, etc. Et donc en fait là où il y a de l'imitation, c'est qu'une fois qu'une personne va trouver quelque chose de drôle dans ce qu'on appelle un mème aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment juste l'image, voilà, qui est un peu c'est une confusion faite par rapport à avant, il va pas avoir le recul nécessaire pour créer un autre mème ou pour en revenir au message source qui a produit ce mème. Il va vouloir le reproduire pour faire sensation, faire le buzz en quelque sorte aussi, et donc là il y a un travail à faire en termes peut-être de perte de message. Mais c'est un truc sur lequel on pourrait revenir, ça fait écho à des propos de Baudrillard dans Simulacre et Simulation. Tu as très bien posé les termes de la deuxième moitié du débat et je t'en remercie parce que tu as fait mon travail à ma place et je merci. C'est cadeau, ça n'arrive pas souvent. C'est incroyable. C'est très bien. Et du coup on va s'écouter peut-être tous les deux bras en l'air cette fois-ci lors de cette pause musicale. Calling to the Night de Natacha Farrow et Norihiko Ibino, thème principal de MMGS Portable Ops. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, toujours au calme, toujours bien. Est-ce que c'était bien cette pause Bah oui, forcément. Alors tu m'as appris un nouveau mot pendant cette pause. Ah bah Norihiko Ibino qui a arrangé le morceau et sûrement, oui donc il a composé celui-là aussi, mais qui est là depuis MGS 2 ou 3, et ben on l'appelle affectueusement avec les démons du midi le saxophone. Le saxophone. Ouais, parce que voilà, c'est le roi des cuivres un peu peau de bête et film du dimanche soir chez Konami, et ça lui va très très bien, il fait ça très bien surtout. Sur Céleste aussi, il le fait très très bien. Ouais, en fait il a un groupe à côté, je fais très vite dans ce cas, qui s'appelle Gentle Love, où il fait des reprises piano saxo de musique de jeux vidéo dont Céleste. Très bien, voilà, comme ça vous savez tout. Et peut-être dans le prochain numéro des Démons du Midi, il faudra qu'on le passe un de ces quatre, ouais. Un de ces quatre Un de ces quatre, très bien, bah, c'est noté, le rendez-vous est pris. Les amis, c'est parti pour la deuxième moitié du débat dont Grégoire a très bien posé les termes. Flatteur. Écoute, donc la question qu'on va peut-être se poser, c'est du coup, qu'est-ce que les mèmes induisent dans notre rapport à la culture? Parce que tu l'as dit, le mème, il doit être drôle aujourd'hui pour se démarquer, pour exister, pour être relayé, pour être imité aussi, pour être détourné. Est-ce que ça veut dire que pour qu'une information existe, ça doit forcément tourner la culture en dérision? Moi je suis pas d'accord. Pour moi le mème c'est un dicton 2.0, c'est une information qui n'a de sens que si tu as le code pour la comprendre et pour l'utiliser. Il y a 50 ans tu utilisais un dicton, si tu ne connaissais pas le dicton, bah, tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, la nuit tous les chats sont gris, si tu comprends pas la référence de base, ça sert à rien de l'utiliser, en tout cas ça sert à rien de l'utiliser contre cette personne là. Le mème il a cette fonction là pour moi, c'est qu'avec une image, un dessin, un gif, tu donnes tout de suite une information qui aurait pu être dit en 3-4 phrases quoi. Et qui sera compris par un groupe. C'est un sentiment d'appartenance à un groupe. Tout à fait. C'est surtout ça. On parlait tout à l'heure d'amusement, moi je pense que c'est plus l'information dans la même éthique, il y a quelque chose de rassurant quand tu fais quelque chose, si tu le limites c'est que t'es rassuré, même si c'est quelque chose de négatif, le salut nazi ou quoi que ce soit, t'avais l'appartenance à quelque chose, donc t'es rassuré de refaire ce symbole là. Oui, surtout le symbole nazi, mais je pensais à d'autres choses, brûler les sorcières, tu vois, c'est la même chose aussi pour moi. J'irais même plus récemment, au-delà des images rigolotes qu'on se partage, même des surnoms qu'on va donner, le premier qui me vient en tête c'est quand pour se moquer genre d'un président, on lui donne un pseudo genre François Hollande Flamby, c'est en fait le même où les gens qui n'aiment pas François Hollande parce qu'ils le trouvent trop mou vont se retrouver. Et il y a ce côté effectivement d'appartenance et de se sentir moins seul dans une opinion et dans une manière surtout de la dire aux autres, quoi. Bah, le fait est aussi que tout pouvoir s'impose aussi par la symbolique et la seule façon concrète de combattre ce pouvoir, c'est d'attaquer le symbole qu'il représente. Et le même,
le LOL, le rire a toujours servi à ça. Dans les années 70, c'était l'arme principale de la gauche radicale. Et quand on pense à des harakiri et compagnie, leur couverture, c'était des armes de destruction massive. C'est-à-dire que effectivement, il y avait un petit groupe de gens qui étaient concernés directement, affectés par ces couvertures et comment dire, qui comprenaient tout l'ensemble de ce que recouvrait le dessin à la con. Mais le reste de la société, par sa réaction, en fait, entretenait la puissance destructrice et subversive du dessin. Et comment dire, on peut considérer que beaucoup des combats qui ont été menés par cette gauche radicale des 70s ont été gagnés dans les années 80-90. Et il s'est passé ce qui se passait là souvent, c'est que tous ceux pourquoi ils avaient combattu, toutes les injustices contre lesquelles ils se sont levés, ont servi de tapis à une nouvelle forme de pouvoir qui a réutilisé à son compte ces éléments-là. Et aujourd'hui, enfin en tout cas au XXIe siècle, on se retrouve dans une société où les armes de l'oppression ne sont plus tout à fait celles des années 60-70. Ce sont des armes de culpabilisation, d'exclusion systématique de tous les discours un petit peu hors normes, sous le label infamant de racisme, antisémitisme, homophobie, nazisme et tout ce qu'on veut, qui permet aujourd'hui de mettre à l'écart y compris les plus modérés, et c'est pas un hasard si les mêmes armes, donc le même actuel, moi ce que je vois en tout cas de ce qui ressort des forums 4chan, etc., c'est essentiellement des idéaux de droite, mais qui se voient comme un contre-pouvoir par rapport à la mainmise de l'ancien progressisme sur la société de l'information actuelle. Et c'est intéressant de voir que la gauche aujourd'hui, elle est autant larguée par rapport à ça que ne l'étaient les vieux bourgeois pompidoliens au début des années 70 face à la couverture d'Harakiri, quoi. Donc il y a eu un basculement peut-être des camps, mais le type de combat reste exactement le même, quoi. Grégoire, t'es pas tout à fait d'accord, j'ai l'impression. C'est sur le terme contre-pouvoir précisément, en fait, parce que d'une certaine manière, alors oui, les mêmes ont servi, c'est plus compliqué que ça, comment le mettre en forme. Un contre-pouvoir, pour moi, c'est pas le pouvoir qui va, enfin c'est pas l'instance qui va se lever contre le pouvoir et qui va parler fort contre elle, c'est une sorte de culture qui va se développer comme une lame de fond, un peu dans l'ombre. Et donc en fait, et de là découle la diffusion de la mémétique, le développement, parce qu'en fait c'est très proche du jeu vidéo. Toute cette culture a été longtemps considérée comme une sous-culture au terme vulgaire au sens vulgaire du voire terme. Une contre-culture même. Et donc une contre-culture parce qu'en fait elle s'est développée dans l'ombre. Et les mêmes se sont développés ainsi comme une lame de fond en dessous. Et donc là on peut parler de contre-pouvoir tant qu'il reste un peu contenu dans leur domaine. C'est pour ça que je hochais un peu la tête, parce que sur le terme de contre-pouvoir, dans le sens où là on partait un peu sur des manifestations visibles du phénomène, aujourd'hui je pense pas qu'on puisse dire que les mêmes servent tous de contre-pouvoir, parce qu'en plus ça s'est tellement diffusé qu'il y en a beaucoup qui sont devenus vides, et il y a même une masse de plus en plus importante de personnes qui trouvent ça tout simplement amusant de créer des anti-mèmes, enfin ce qu'on appelle des anti-mèmes, donc de lancer ce phénomène où on fait perdre le temps aux gens parce qu'on leur met des images qui sont vides, et lorsqu'on regarde cette image, cet anti-mème, on se dit c'est inutile, quoi. Et donc c'est pour ça que sur le thème de contre-pouvoir, moi je suis un peu plus modéré en termes de contre-culture. En termes de contre-culture, parce que pour moi, oui, les mêmes peuvent servir de contre-pouvoir, mais plus dans l'ombre, plus dans le sens où ils rassemblent des gens, ils rassemblent une communauté autour de messages qui font sens, pas l'unanimité, mais ils font sens à un certain nombre de personnes, et qu'ils permettent cette diffusion auprès Cédric. Oui, oui, je suis d'accord. Non, je sais pas, je te voyais me faire signe depuis tout à l'heure. Non, j'opinais du chef, je trouve ce qui serait intéressant. Non, je pensais que même je vais pas rentrer dans un débat politique, on n'est pas là forcément pour ça, mais je trouve que par exemple Macron, la manière dont il parle dans les débats, utilise une espèce de langage un peu humoristique et condescendant pour rabaisser les autres automatiquement. En fait, quand quelqu'un vient lui opposer un pouvoir, il se permet une espèce de tacle un peu gentil, mais qui permet de faire des scuds et de se faire un peu faire parler de lui en buzz, bon ou pas bon, sur les internets. Et c'est comme ça qu'il répond à toute tacle, et je trouve ça intéressant parce que aucun président ne l'a fait jusqu'à présent. Bon ou pas bon, après je laisse tout le monde juger ça. Pipo ?
Ouais, c'est marrant parce que de tout ce qu'on dit là, je tire un ou deux trucs qui est qu'on est dans une époque déjà effectivement où le mème tel qu'on l'utilise aujourd'hui, le même internet, etc., on l'a effectivement partout, c'est-à-dire que maintenant on a quand même, je ne sais pas combien vous avez dans votre téléphone d'applications, 3, 4, 5 ou 10 où chaque jour vous allez scroller juste pour voir entre autres des mèmes, et c'est 50% peut-être de ce que vous allez y voir. Mais à côté de ça, on est aussi dans une société d'un cynisme, et je reviens là-dessus justement sur les petites vannes un peu que peut balancer Macron, etc. Et on arrive vraiment à un endroit où tu vas pouvoir commencer à merger les deux, et on est déjà en train de le faire. On nous parlait aussi sur le chat du 18-25 de Issou, qui sont des mèmes qui ont été... Enfin, tous ces mèmes à la base, moi qui m'amusais, que maintenant je m'en veux d'avoir ri dessus, parce que c'est accolé à une frange qui moi ne me parle pas du tout. Et voilà, donc on commence à mélanger, effectivement c'est très très flou entre ce cynisme, entre de l'ironie, pas de l'ironie. Moi il y a un truc dans les mèmes d'aujourd'hui, les gens font... Il y a tout un truc sur aimer ironiquement qu'on entend depuis 5-10 ans. Et ça c'est un pour problème moi, de ça société n'existe pas. maintenant. C'est un mais vrai pour moi de société. on n'aime pas ironiquement. Si t'as écouté 5 fois un morceau pour rigoler, en fait tu l'aimes vraiment, quoi. Mais le truc c'est que aimer quelque chose de tout son cœur maintenant c'est une preuve de faiblesse. En fait le contrôle va par l'hyper-information, et si tu connais tout, tu dois être détaché de tout, en fait, et selon donc, moi. Et donc automatiquement cynique. Et ce qui fait que par exemple moi je suis assez cinéphile, et il y a des films comme par exemple cette année dans mes préférés il y avait Les Indestructibles 2 ou Ready Player One dont on parle souvent avec Karel, qui pour moi sont pas très bien compris, ou en tout cas on préfère leur coller une étiquette un peu cynique ou très second degré, plutôt que d'essayer de voir l'histoire proprement parlée qui nous est donnée, et après essayer de voir s'il y a des choses cyniques ou pas à en dégager, parce qu'il peut toujours avoir un peu de cynisme dans ce qu'on nous donne. Mais moi je suis assez d'accord avec toi. On avait fait un numéro sur Ready Player One avec Rafik justement en interview avec Thibaut Gomez-Léal. Je vous renvoie vers ce numéro. Alexis, tu voulais rebondir sur ce que disait Pipo? Pour reboucler sur tout ce qui a été dit, qui est très intéressant et très vrai, est-ce que finalement, pour revenir à MGS, est-ce que les philosophes puis les patriotes, c'était pas éviter ce genre de choses via un contrôle de l'information qu'ils souhaitaient mettre en place? Je suis en train de poser la question, est-ce que finalement ils n'ont pas raison? Est-ce que c'est pas les gentils de MGS, les patriotes? Est-ce que l'article 13, c'est pas... Mais on peut même considérer qu'ils existent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand Kojima pose ces choses-là avec... on est en 2002, donc si ma mémoire est bonne. C'est écrit avant même, voilà. en fait. L'idée que la géopolitique, les grands conflits militaires puissent se jouer sur ces questions de maîtrise de l'information était complètement déstabilisante à l'époque. Mais on a vu, et notamment en 2016, lorsque 4chan s'est pris de passion pour la campagne présidentielle et a commencé à baquer à mort la campagne de Donald Trump, à quel point les mêmes ont joué un rôle totalement crucial dans ces opérations-là, dans leur capacité non pas seulement à contourner le discours médiatique qui était à 99% anti-Trump, mais à le subvertir, en fait, à le retourner systématiquement, encore une fois comme une arme de destruction massive. Et ça, les militaires ont été très au fait de tout ce qui se passait, et je vous renvoie sur 3 personnages très intéressants qui sont le lieutenant général Michael Flynn, qui est un ancien démocrate qui est complètement passé du côté de Trump, absolument opposé aux administrations Obama et Clinton, comment dire, pour le resituer un petit peu, c'est un ancien directeur adjoint du renseignement national, donc déjà pas vraiment quelqu'un pas tout à fait au courant de ce qui se passe, qui était considéré un temps comme un vice-président potentiel. Conseillère du SCL Group, qui est la société de laquelle est sorti le fameux Cambridge Analytica dont on a pas mal parlé, de data mining et d'analyse de données, qui a plaidé coupable pour avoir fait de fausses déclarations au FBI concernant la collusion avec la Russie, et puis on a découvert après coup qu'en fait il était totalement innocent des choses dont il a plaidé coupable. Donc depuis, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de jouer à avoir plaidé coupable pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Scénario kojimesque. Comment? Personnage kojimesque, mais en diable, quoi. Dans un de ses discours, il disait littéralement: nous avons une armée de soldats numériques, comme je l'appelle, car il s'agit d'une insurrection, messieurs, dames, dirigée à la façon d'une insurrection, le meilleur exemple d'une guerre irrégulière en politique. Cette histoire, nous en reparlerons. Nous avons ce que nous appelons des citoyens journalistes, car les journalistes de nos médias officiels ont fait plus de tort à leur profession qu'à notre pays. Ils ont démontré une arrogance sans précédent, et le peuple américain a décidé de reprendre à son compte l'idée d'information, et ils l'ont fait à travers les réseaux sociaux.
Donc ça, premier personnage. Le deuxième, c'est Rich Higgins, qui est un de ses collègues, pareil, du Conseil de sécurité nationale, qui a sorti qui avait fait un mémo secret qui a été leaké dans la presse et qui l'a flingué, qui s'appelle POTUS on Political Warfare, où il évoque un truc, enfin quand on lit ça, c'est de la pure SF, et d'ailleurs il a été largué sous le terme de conspirationnisme, quoi. Bon, je vous invite éventuellement à vous intéresser à ce document-là. Et enfin, pour moi, le plus important, le plus fascinant de tous, qui est un gars qui s'appelle Ezra Cohen-Watnick, qui a été formé par la Defense Clandestine Service, donc littéralement les forces de contre-information clandestine, qui servait Michael Tin à la Maison Blanche, et avant d'assister Jeff Sessions au département de la justice sur les questions de contre-espionnage et contre-terrorisme. Ezra Cohen-Watnick est un personnage, vraiment un gars qui louvoie, insaisissable, et j'ai tendance à croire qu'il pourrait être derrière le fameux Q qui fait beaucoup parler de lui sur Internet depuis maintenant un an, dans ce qu'on appelle le phénomène QAnon, de ce personnage qui lancerait sur les réseaux 8chan des informations ultra confidentielles qui déstabiliseraient tous les ennemis supposés ou réels de l'administration actuelle. Ces trois personnages-là sont vraiment, pour moi, l'incarnation de ce qu'on avait avec les Patriotes dans MGS. Et quand vous vous intéressez au modus operandi de ce qui se passe actuellement sur 8chan au niveau du phénomène Q, on a vraiment l'impression d'avoir affaire au même groupe, quoi. Enfin, c'est-à-dire les Anon qui en ce moment bossent sur les centres de recherche de Q, ils s'appellent littéralement des patriotes, quoi. Et leur vision de la géostratégie, de la façon de combattre leurs ennemis par l'information, etc., on est complètement à fond dedans. Donc les patriotes existent d'une certaine façon. Je pense que les Metal Gear Solid nous ont donné un aperçu plus concret de la géopolitique du monde dans lequel on allait vivre que tous les médias réunis depuis le début du XXIe siècle. Merci d'avoir apporté une réponse extrêmement détaillée et documentée à l'ouverture de Tony Fortin dans son interview la semaine dernière, où il disait justement c'est dommage que en consommant Metal Gear, les gens rallient parfois un imaginaire complotiste et ne s'emparent pas des outils que lui donne le jeu, en fait. Pipo, tu voulais rebondir? Kojima a validé, surtout à l'époque c'était plus complotiste parce que je trouve que c'est devenu réel, en fait. C'est vraiment les Simpsons l'avaient inventé. Et mais je me demande si on peut pas même sous cette égide mettre une dernière personne, alors peut-être plus connue, donc moins de l'ombre, qui est Steve Bannon, via Breitbart, avec aussi Mino Yiannopoulos. Ou Andrew Breitbart lui-même, avant sa mort, assassinat, enfin bref. J'imagine Bannon encore plus, avec ces trucs de pantin là comme ça, et avec Mino Yiannopoulos, et la guerre par l'information, effectivement, qu'elle soit classique via un Breitbart qui encore se voulait un petit peu alternatif, etc. Mais surtout derrière, je pense que Breitbart a énormément fait aussi avec cette espèce de lieutenant numérique et de soldats numériques pour gagner cette guerre un peu sur le terrain du net. Là où aussi, on l'a pas dit depuis le début, il y a beaucoup plus de jeunes qui peuvent lire sans avoir de clé, ce qu'on leur donne. C'est aussi ça qui joue vachement. Alors, c'est comme ça que tu commences aussi à pouvoir engrainer entre guillemets du monde pour tes idéaux, en tout cas. Alexis, il y a une différence entre, justement, on parle de deux choses différentes. Il y a d'un côté la fake news qui vise à nuire, et de l'autre côté le détournement qui est là pour rire, pour faire rire. Et donc du coup donc on avait dans le chat la PP The Skull, enfin de Frog. PP The Frog, oui. Il y a vraiment l'idée n'est pas la même à la base, simplement de la transmission culturelle pour le savoir ou simplement pour le divertissement versus une domination politique globale avec Cambridge Analytica, etc. Moi, la question que je me pose aussi, c'est où est la différence? Est-ce que l'un utilisé est-ce que ça ressemble à du détournement alors que c'est des fake news? Et aujourd'hui, c'est très dur de savoir. Par exemple, nordpresse.be, qui est une espèce de Gorafi, mais finalement, en fait, est-ce que c'est un espèce de Gorafi soit un petit peu limite? Un Gorafi éditorialisé. Oui, voilà, un Gorafi pas cool. On peut le dire. Et aujourd'hui, comment on fait la différence et quels sont les outils qu'on peut avoir nous en tant que citoyens pour se dire attention, là c'est dangereux, à part peut-être la mobilisation sur les réseaux sociaux, ou à travers la compréhension d'œuvres comme Metal Gear. C'est le questionnement qui se passait dans Metal Gear en tout cas, parce que globalement, dans le cas des Patriotes, on découvre au film de la saga que c'est donc Big Boss et tout ça qui sont les Patriotes originels, qui sont les philosophes qui sont devenus les Patriotes, et que tu as une scission à un moment, parce que là où tu en as qui veulent le contrôle, Big Boss lui est pour le partage des informations, mais avec des clés de compréhension. Ça veut dire que le souci il est là pour moi. Selon moi, les mêmes ou toute la mémétique actuelle de toute la guerre de l'information, en fait, le problème c'est
pas de contrôler ou pas, c'est pas de fermer Internet ou pas, c'est d'expliquer aux gens les choses. C'est comme on ne leur explique rien, on leur donne une info brute, les gens ont pas envie de se prendre la tête. C'est globalement ce qu'on dit dans Metal Gear Solid 2, dans le dialogue dont on parlait tout à l'heure avec Rafik, avec Rose, le colonel. Il dit les gens, ils veulent manger, dormir, ils veulent pas des infos trop complexes. Ils veulent voir midi à leur pote, à leur porte. Globalement, voilà, c'est ça. Et si tu leur donnes une info claire et simple, peu importe, ils n'ont pas besoin de creuser. Et le problème, c'est que dès la petite enfance, on devrait mettre, par exemple, dans les classes, moi je pense, des cours de sémantique et de débat. En fait, il faudrait vraiment ramener le débat dans l'école pour que les enfants ils aient ce concept de pouvoir comprendre une idée, la confronter aux idées des autres et comprendre que ils sont citoyens et que tout le monde peut s'échanger des informations, qu'on n'est pas obligé d'être esclave des informations. Je pense pas que le même a vocation à donner une information, quelle qu'elle soit, mais à créer une réaction qui peut contribuer à déchirer le voile. Encore une fois, je renvoie aux couvertures d'Harakiri. Même un gamin de 6 ans qui n'avait aucune connaissance des enjeux politiques de son époque, à l'époque, devant les couvertures, je vous le confirme, il y avait un voile qui se déchirait, en fait, dans la narration à laquelle tout le monde s'était rattaché pour construire, fantasmer la société dans laquelle on vivait. Et tout d'un coup, ce truc arrivait et boum, il se passait quelque chose de nouveau. Il y a eu un mème là cette année qui a beaucoup emmerdé pas mal de monde sur Twitter, en plus en rapport avec le jeu vidéo, qui est le même NPC, non-playable character, où en fait des tas de comptes ont été créés de fausses personnes progressistes, portant imitant tous les discours progressistes, mais avec toujours le look d'un non-playable character dans un jeu vidéo, c'est-à-dire en gros des espèces de machines à répéter la même information en boucle, quoi qu'il arrive. Et ce truc qui aurait pu être considéré comme totalement innocent, en fait, c'est ceux qui se sentaient attaqués par ceux-mêmes qui l'ont rendu populaire, parce que ils ont été insultés dans leur intégrité, parce que ce sont souvent des gens qui se voient justement comme étant des gens qui réfléchissent, etc., par eux-mêmes, etc. Et de se voir ramener à des non-playable characters, c'était le pire truc qu'on pouvait leur faire. Et dans leur réaction paniquée, ils n'ont fait que confirmer en fait tout ce que ce même portait en germe, et pour certains a tombé le masque en fait d'une certaine hypocrisie. Et je pense que le même il sert à ça en fait. C'est de la même façon que le fou du roi servait à dire une vérité que tout le monde connaît sans oser l'articuler, quoi. Cédric, peut-être le mot de la fin parce qu'on se dirige à la fin. Moi je résumerais ça par la phrase de fin du Satoshi Kitano où il dit que malgré le fait qu'il voit tout, il est aveugle. Voilà. Très bien. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Professeur. Et en plus, il parle japonais. Oh non. Tu me l'as dit, mais en japonais maintenant. Ok, très bien. Bon, merci pour ce débat, Rafik. Je crois que tu as une obligation. Oui, tu vas devoir nous quitter, malheureusement. Mais l'architecte m'attend pour reprogrammer la matrice. Très bien. As-tu une recommandation à nous donner avant de partir pour prendre de l'avance sur la fin de l'émission? Tu me poses une petite colle. Ça peut être ce que tu veux. Le truc. Ça peut être un restaurant, si tu veux. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Non, j'invite effectivement, par rapport à ce dont on a parlé, à revisiter la saga Matrix, et particulièrement le Matrix Reloaded, qui est, je pense, l'épisode le moins, pas forcément le moins compris intuitivement, mais le moins compris intellectuellement. Intuitivement, je pense que les gens l'ont très bien compris à l'époque, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont détesté et insulté, parce qu'il leur disait quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, ça serait bien de revenir sur Reloaded et d'essayer de comprendre ce que ce film tentait de nous dire aussi sur notre pauvre condition d'être perdu dans des illusions, quoi. Bientôt 20 ans, le premier Matrix. Exact. Voilà, rendez-vous l'année prochaine. Merci Rafik. Merci bonne fin de journée. Du coup, les amis, avez-vous un mot de la fin pour le débat? Pour refermer tout ça. J'aurais aimé en parler pendant 18 heures de plus à peu près, donc j'ai encore 18 heures de mots de la fin, donc je vais pas en donner un seul. Mais... Très bien, on fera un épisode 3 en bonus track quelque part, mais malheureusement l'émission de la semaine prochaine est déjà... Trompette. Voilà. Moi je trouve que trompette c'est un beau mot. Trompette c'est bien, ouais. Merci beaucoup Rafik. Du coup, les amis, je propose que nous passions très bientôt au quiz musical. Si Titouan, qui avait proposé hors antenne de nous rejoindre, veut bien nous rejoindre, sinon on fait le quiz à 4. Très bien, on fait le quiz à 4, très bien. Non, il veut pas. Il vient. Voilà. La place est chaude. Prenez place, monsieur Général. Donc 2v3. Encore vous 2v3. Ah oui, c'est un mini. Voilà, je pense que cette équipe a un sacré avantage, donc il faut bien 3 personnes en face. C'est pas 2v3, c'est 1v3. Alors moi je parle en termes de symbolique et de mémétique. Moi d'habitude je suis dans l'autre équipe, donc symboliquement je sens que je vais perdre. Je crois qu'on a un habillage particulier. Ah oui, effectivement. Alors moi je crois qu'on a aucune chance. Vous allez kiffer. Enfin, ça dépend. Il déboîte
bébé. Il me semble. Oh là là, petite référence à Hildebrando, notre Hildebrando national qu'on embrasse très fort. Les amis, est-ce qu'il est prêt? C'est quoi le thème? Est-ce qu'il est prêt? Le thème, on veut bien bordel. Si je vous mets. je ne donne pas le thème avant le jingle. Est-ce que le feu vert, c'est bon? C'est parti pour le quiz musical. Ce quiz musical cette semaine, c'est donc Si je vous gêne, bah c'est les mêmes, voilà. Avec donc, une équipe rouge, une équipe bleue. Cette semaine, équipe liquide et équipe solide. Donc équipe liquide avec Pipo Mantis et Alexis. Je sens qu'on va pas être si solide. Hein. On est donc, je cite MGS1, la poubelle à gêne de l'émission. Non, bah justement, c'est nous le gène récessif. Oui, mais lui, donc. c'est pas ce qu'il pensait dans le. C'est vrai, il se minimise. Une poubelle à gêne. Poubelle à gêne autoproclamée donc. Oui, exactement. Et donc de l'autre côté, équipe solide, équipe bleue avec Grégoire, Titouan et Cédric. On est mal barré. Hein. Ce quiz cette semaine. Moi je suis pas venu là pour vous aider. Moi, ce quiz cette semaine est un petit peu particulier car c'est un quiz 2 en 1, c'est-à-dire que chaque morceau en contient 2. Ce sont des mash-ups. Vous connaissez Est-ce que vous connaissez la chaîne Siva Gunner sur YouTube? Oui. Le double sagouin. Voilà. Non, moi non. Donc Alors voilà. c'est une chaîne qui s'amuse en fait à prendre les sound fonts de jeux vidéo connus c'est et à les drôle. mélanger avec des morceaux d'autant plus connus. Il n'y a pas que du Siva Gunner dedans, il y a du mash-up aussi avec des vocaux de rap sur des musiques de jeux vidéo. Il y a un peu de tout. Alors il faut que Et tu en dises gros, les pierres à feu tout le temps. Alors voilà. Dans chaque, ça va bien se passer. je dis bien attention parce que dans chaque réponse, il est possible de gagner 2 points. Ah oui. Voilà, vous avez 2 réponses possibles par morceau. Simplement, donc vous pouvez gagner 2 points. Mais en revanche, si vous donnez la réponse, si vous prenez la parole pour donner la réponse, il faut que vous me donniez les 2. Sinon, l'équipe d'en face peut encore donner le deuxième. Voilà. Donc il peut y avoir des égalités. Voilà, il peut y avoir des petits retournements de situation, des petites remontadas. Ça va être assez rigolo. Et donc évidemment, oui, si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Est-ce qu'on peut avoir du son dans les On enceintes? peut avoir du son dans les enceintes parce que dans le casque apparemment ça ne marche pas pour tout le monde. On est parti les amis, premier morceau. Vous avez le premier normalement. Oui. Vas-y, lance. Cédric là. Legend of Zelda, Ocarina of Time et les Simpsons. Très bien. Ouais, 2 points pour l'équipe c'est ça. bleue, bravo. Bravo, Ocarina of Time, 20 ans. J'avais pas les Simpsons. Voilà. T'avais pas les bizarrement. Simpsons Mais parce que c'est le son de l'Ocarina qui est super perturbant en fait. Ah bah, tout le quiz va être comme ça. Yes. Ah bah j'ai dit que le respect était mort sur Twitter ce matin. Heureusement que Je j'étais vais là, mettre le casque Cédric. pour faire Pardon. Voilà, donc on rappelle, méga donc Kokiri Forest composé par Koji Kondo pour Legend of Zelda Ocarina of Time. Sorti il y a 20 ans, et le thème des Simpsons composé par l'indémodable Danny Elfman. Voilà, il fallait bien ça pour le premier morceau. 2-0 pour l'équipe bleue. On est parti pour le deuxième morceau. Qui prend sa revanche sur la semaine dernière. Derrière, c'est. Je la tente. Vas-y. Donc on a Nuclear pour Metal Gear Solid 5 de Michael Field et on a Shadow of the Beast. On n'a pas Shadow of the Beast. Alors 1 point pour l'équipe rouge déjà, c'est bien. Alors c'est un jeu Je vous aide, du coup l'équipe rouge n'a plus la parole. Hein. Je vous aide, c'est un jeu Ocean sorti sur Super NES. Ocean Ocean Software. T'es horrible, si je me trompe pas, t'es horrible, elle est qui introuvable. ont signé Jurassic Park. La main nous revient quand? et qui- la main quand ne on vous reviendra pas. aura faux. Non mais tout simplement. Evo. Non, ce n'est pas Evo. Vous avez encore deux possibilités. C'est une série dessin animé qui était diffusée sur Cartoon Network et qui a eu un film avec John Goodman. Je peux pas être plus précis que ça. Bah, moi ça m'a plus perturbé. Il y a plus de dinosaures que dans Jurassic Park. Ils sont en peau de bête, les gens. Bah, c'est les les pierres à c'est feu. les pierres à feu du coup. Voilà, D'accord. C'était les pierres à feu. Oui. Bon là celle-là je vous l'ai donnée donc je vous donne pas le point parce que vous me niez. Bah alors Et je ça vais sert être à rien de assez nous donner autant de précision si c'est pour pas. C'est l'heure où je fais le mec des démons du midi, mais je vais être très désagréable. C'est un morceau qui n'était pas dans le jeu, mais seulement dans le sound test et qui servait sûrement de pub à C'est son pour ça. compositeur. Et je crois que finalement, il aurait dû finir dans Waterworld. Ouais, c'est pour ça que je l'ai En pas trouvé. écoutant. Hein. Moi, Je trouve que ça me disait rien. Je fait un comprenais peu pas. trop le kéké, faut lui enlever un point. Écoute, il en a un déjà, tu lui laisses. C'est vrai. Ouais, s'il te plaît. Sinon voilà, moi je suis juge de ligne, je dis non, je vous le retire, monsieur. Mauvais esprit, je te le retire. J'ai eu celui de Michael Field quand même aussi. non, Tu es ça celui de fait deux Makovic. Ouais, ça fait 2-1. Ça fait 2-2, tout simplement 2-2. Très bien. Pour Ouais. toi. Ah bah non, ils avaient les deux premiers. 2-2, c'est bien. 2-2, vous avez eu les deux premiers, voilà 2-2, c'est bien. 2-2. Non, mais là ils ont eu qu'un point là. 2-2. Bah ouais. Oui, ils en avaient un. Ça fait 3. Pour le Non, on s'en fout. Non, ouais, Non. vas-y, suivant. Deux. La régie, s'il vous plaît. 2 Morceau suivant, s'il vous plaît. Le chat. 2-1, on est parti. Le c'est parti. pire Lion Zitrone que je connais. Bon, troisième morceau. Ah bah ça c'est Sonic Adventure. Ouais, et il te faut le deuxième maintenant. T'as pris la main, donc vas-y. T'as pris la main, donc vas-y. Bah j'entends pas.
non. Oh là, il donnait là, donc Déjà, si vous parlez Moi, je peux le dessus. dire ou pas tu l'as La Vida Loca. Divine la Vida Loca, bravo. Donc Ouais, mais mec, moi j'ai pas le son dans les écouteurs. En revanche, c'est Sonic Ah, quand vous Adventure parlez, qui a été donné alors que c'est le 2. De quoi Eh oui, Sonic Adventure 2. J'ai dit Sonic Adventure 2. oui. Ah, j'avais pas entendu Alors, le 2. si, autant je pour vais moi. préciser, hein. Je suis de très mauvaise foi dans ce cas-là. Battle. SE2. Très bien. Donc effectivement, Sonic Adventure 2, Live and Learn, composé par Crush 40, donc Jun Senoue à la guitare, et Ricky Martin, Living la Vida Loca, donc Living and Learning la Vida Loca. En gros, tout simplement, on peut appeler le morceau comme ça. Donc 4-2. Ça nous fait combien? Ça fait 4-2 là. 4-2. Ah, c'est dur là. C'est dur. Comptez sur moi, en plus, je suis vraiment désolé. Quatrième morceau. Il est sale celui-là. Alors, Unreal Tournament 99, puisqu'il faut faire ça pour prendre la main. Ça y est, il fait le malin. 4. Ah, je l'ai. Despacito. Ah oui, magnifique. Ah, magnifique. Bien joué. Oh là, il est violent celui-là, je le connaissais pas, il est dégueulasse. Unreal Despacito. Non, mais Voilà, donc Unreal Pauvre Alexander Tournament, Brandon. le thème du menu. Bien joué, Très bien joué. Tu as pris de l'avance, Alexander Brandon. Le thème du menu de Unreal Tournament, qui fête ses 20 ans aussi. Non mais le son Tout à des fait. le son des plugs là, le tu, il est horrible. Il est trop bien. Et mixé avec Luis Fonsi et Daddy Yankee, Despacito. Voilà, donc Génial. 4 C'est à Grégoire. C'est génial. Daddy C'est un bon moment, Grégoire. Ouais, j'adore. 4 partout, on a une belle remontada là, c'est bien. Cinquième. Je crois qu'il t'a rajouté un Je crois point. qu'il y a eu triche absolument. Je crois qu'il y a 4-3. 4-3, 4-3, allez 4-3, ok d'accord, vous êtes gagne. honnête, c'est bien. 4-3, on est parti pour le cinquième morceau. Celui qui a tout commencé. Kirby, n'importe. Tu veux un mot Kirby's Adventure? Oui. Et Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg. Très bien, bravo. Ouais. Qui était un des. Mais en fait, on n'entend pas bien les paroles dans les enceintes. Ah bah là, même là, j'entendais pas trop. En fait, le truc, c'est que je la connaissais et j'attendais vraiment juste que Snoop parte pour la balancer. Mais je crois que c'était un des tout premiers mash-up qui existait autour de jeux vidéo et hip-hop en fait. Il a 12 ans. Et du 12 coup, ans, ouais, voilà. et du coup, c'est faux parce que c'était Pharrell Williams. Et voilà. Non, c'était Snoop Dogg. Il était sur en la- feat Pharrell. Pharrell dessus. C'était sur le même album que Signs avec Charlie Wilson. Oui, Voilà, tout donc à c'était fait. un album de Snoop Dogg. Donc ton argument est invalide. Mais Et si Pharrell ça était vous en gêne- Non, non, c'est mais la bien même. sûr, mais je veux dire, c'est un feat avec T'as Pharrell. perdu, Titon, sois pris de mauvaise esprit. Et moi, je l'ai vu en concert le faire, ok. 5-4. Alors j'ai un sixième morceau pour si vous voulez la tenter. L'équipe bleue. Bah oui, ça se tente, oui. Vous la tentez? Bah ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Il va être horrible celui-là. Il va être, vous êtes sûr, hein? Oui, C'est ça que se tente. pour nous. Bah non, c'est vous. de toute façon, on a c'est vous perdu. qui perdez. Non, mais vous perdez. Si vous arrêtez là, vous perdez. Et si vous demandez le dernier morceau, vous refaites. On t'a dit Et, qu'on le veut, et donne-le. on repart Ok, avec vous le voulez. combien si on s'arrête là? Ouais, je vais perdre, moi. C'est ça la question. On a combien si on Vous s'arrête nous là? devrez $1 million. Ah oui. Voilà. Bon bah. Non, bon, on y va. C'est parti. Sixième morceau. Ouais. Ah, Bah c'est jingle. Oui. Vive Oh, bien le vent joué. avec le thème de Super Mario 2. Non, Non, pas 2, c'est le 3, le 3, c'est Et dommage aussi, Super Mario World. Super Mario World, un partout. Un partout. Attendez. Tu fais égalité Il y a totale. égalité totale. Non, on a Bah gagné. non, ils ont gagné. Parce qu'on a eu 2 points sur le. Oui, il y avait 5-4 et donc avait là, un ça point fait d'avance, donc Admirer c'est Alexis, égalité, pas il du tout gagne là un pour point. répondre aux questions, mais toujours là pour compter. Ah, les lui, points il pour compte ses bien, gagnants. 5-4 et ça fait On 6. me vole pas un quiz Ah, musical. putain, après, Ce qui me va très bien parce que je compte très mal, donc je trouve qu'on fait une excellente Ouais, équipe. ouais. Alexis, il est bon. Allez, bon J'ai animateur. enfin gagné. Ah là 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 là. Bon, c'est Bah non, fantastique. on a gagné la dernière fois. Euh, Ah non, j'ai gagné contre toi en fait. C'est différent. Excellent. Bon bah écoutez, Je suis honteux. donc la réputation de Pipo Mantis n'est pas, C'est pas passé loin. hein. les balles ont sifflé, mais T'as eu tous les points de notre équipe, alors qu'en fait c'était quand même 2 à donner, parce que Grégoire t'étais aussi nul que moi. Ah, Mais- pire. Je pense que c'est le 6ème ou 7ème émission de la saison et j'avais donné une réponse en tout. Elle était pas bonne. Elle était bonne. Ah, C'est et terrible, on c'est dit que t'as pas mis terrible. Fighting Gold Pokémon Sun and Moon. tout à fait, parce qu'en fait effectivement j'avais prévu de mettre avec Pokémon Heart Gold et Soul Silver avec la sound font sur Fighting Gold, l'opening de Jojo, mais je me suis dit que c'était trop compliqué pour les pauvres L'opening mortels de que vous êtes. Yes. Non, moi ça aurait été. Non, mais toi oui, mais ça serait venu à te donner un point. Moi j'aurais trouvé aussi. Tu l'aurais trouvé aussi. Oui. Bon bah je regrette, désolé. Voilà, il fallait être là avant. Voilà. Donc 6-5, c'est la fin de ce quiz musical. On n'a pas les jingles. Avez-vous C'est l'heure des recommandations. En avez-vous Pipo, Alexis pour commencer. Pipo. Oui, moi j'en ai une complète. En plus, c'est un Vas-y. peu le truc c'est mon petit jardin secret que je me gardais depuis 2 ou 3 ans dans mon coin. C'est un youtubeur américain que plein de gens connaissent. Je vais pas forcément l'apprendre à tout le monde, mais qui s'appelle Super Bunny Hop, D'accord. qui est
une brute absolue. Voilà, je ne connais pas un mec qui écrive des reviews, en tout cas en vidéo, aussi pertinentes que lui, à part peut-être Yadzi de Zero Punctuation. Et surtout, ça colle au sujet puisque c'est un obsédé total de Metal Gear et qu'il a fait ce qu'il appelle des critical close-ups, donc il prend le temps, parfois même 1 heure, pour revenir sur un épisode de la série. C'est absolument incroyable. Et à côté de ça, il a plein d'autres obsessions folles. Il a fait une vidéo où il compare le niveau de tous les Soulsborne. Il a refait le premier niveau de tous les Sonic pour tous les comparer un par un et comment est-ce qu'on arrive in media res dans un Sonic, etc. C'est un mec absolument incroyable. Donc voilà, super bunny hop. Faut juste comprendre l'anglais, mais à part ça, c'est sous-titré. Je sais pas s'il a des gens pour le faire, et après je fais pas forcément confiance aux sous-titres. Aux sous-titres YouTube, ouais, voilà, c'est sûr. Exactement. C'est un petit peu compliqué, Alexis. Je suis tout à fait d'accord avec Taroko. C'est vrai que c'est une très bonne chaîne. Et comme on a parlé un peu de guerre de ces 2 dernières émissions, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Hommage à la Catalogne de Orwell, qui était un livre écrit en 1938 et qui retrace un petit peu son expérience. Enfin, c'est romancé, mais c'est son expérience chez le côté républicain durant la guerre d'Espagne. Et le livre est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de bouquins comme Les Bienveillantes ou À l'Ouest rien de nouveau qui nous parlent de l'inutilité de la guerre, de qu'est-ce que c'est le front, tout ça. Lui, il le fait de manière très intéressante, ce qui marque surtout il rend la guerre comme étant quelque chose de vraiment complètement inutile et déshumanisant et vraiment sale. Et c'est très intéressant à lire. En plus, Orwell oblige, il y a déjà un petit côté politique près 1984 et la ferme des animaux. Et il raconte comment est-ce que les gauches sont incapables de s'entendre face au grand ennemi qui va finir par gagner. Je trouve qu'en lisant ce livre, des choses actuelles ont pu m'apparaître à l'esprit parce que finalement l'histoire 80 ans plus tard semble un petit peu se répéter sur certains aspects en tout cas. Donc voilà, sinon rapidement peut-être aussi Au service de la France, c'est assez rigolo. Oui. Et c'est sur Netflix et on va pas le comparer au SS 117 même s'il y a certaines similitudes. C'est pas toujours très très drôle mais c'est plutôt bien fait. Mais la retranscription de l'époque est vraiment bien faite. Les services secrets fin des années 50, début des années 60, français, sous De Gaulle, l'Algérie française, tout ça c'est pas mal. Et il y a 1 ou 2 interprètes absolument incroyables dedans, dont j'ai pas les noms, donc je vais malheureusement pas les citer, mais voilà. C'est très très bien. C'est très bien. Très très bien. Dis-toi, du coup, tu prends la parole. Moi j'ai un livre à recommander du coup. Parce que t'étais même pas prévu. J'étais pas du tout prévu. Parce que tu m'as fait penser à ça. Il y a quelques mois, j'avais enregistré un livre audio avec Benoît Allman, donc la voix française de Morgan Freeman. Ça fait toujours sympa d'entendre ça dans ses oreilles. Et le livre s'appelle 33 stratégies de la guerre, et ça explique en fait comment des grands, ça part du shogun jusqu'à Attila, ce genre de personnages, qui expliquent en fait leur stratégie pour aller envahir par exemple des villages ou ce genre de choses, même s'ils sont dans un nombre restreint, pour faire peur. Ou voilà, ça explique pas mal de stratégies de guerre, et c'est assez intéressant à lire, et ça ouvre les yeux aussi, comme disait Alexis, sur certaines situations. Très bien. Moi j'ai toujours eu envie d'entendre Tony le Tigre me parler d'Alexandre le Grand, donc tu vois, figure-toi que c'est ce qui se passe. Voilà, du coup c'est parfait. Est-ce qu'il y a un segment consacré au colonel Armstrong, du coup? Il me semble. Le livre dure 30 heures, hein, donc. Celui de Full Metal Alchemist. Pardon. Non, il n'y a pas. Dommage. Je suis très déçu, je crois que tu parlais vraiment de Rising. Ah non. Non, et du coup, Grégoire, Taroko. Il a bugué. Ouais, j'en ai 2. Alors j'ai un peu de retard parce qu'en ce moment je rattrape ma culture, mais là qu'une cinématographique. Mais il y en a 2. Il y a Gone Girl, le film adapté du roman de Flynn et réalisé par Fincher, avec Rosamund Pike et comment il s'appelle, Ben Affleck. Ouais. Donc ça faisait plaisir de voir Ben Affleck dans un beau rôle parce que c'est si rare aujourd'hui. Il y a Batman quand même. Ah, lol. Mais ne rend pas ça plus difficile. Bref, non, c'est un très bon film. La fin, je suis un peu plus réservé parce que moi c'est une question de sensibilité, mais bon, pour pas spoiler, mais elle est un peu plus radicale et un peu plus dure. Elle tourne en ridicule les médias, et il y a beaucoup de messages de fond sur la société il pose des questions sur notre société actuelle et sur notre rapport à l'information. Donc d'ailleurs, ça tombe à pic pour cette émission. C'était même pas voulu, mais voilà. Et autre recommandation, c'était donc ça, c'est un film un peu plus léger, c'est Rush, qui est sorti l'année d'avant. Ron Howard. C'est le dernier Ron Howard, avec Chris Hemsworth et comment il s'appelle, Daniel Brühl. Ouais. Sur la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda dans les années 70, c'est sur la saison 75-76. Lauda qui a été triple champion du monde et James Hunt qui lui a ravi le titre en 76. Et le film est quand même très bien ficelé. Il y a Hans Zimmer à la musique, et ça fait une grosse différence entre des films, on va dire bons films
film qui ne se démarque pas de ce film. Et voilà, c'est un bon moment mécanique pour certains. Et même là, sans le vouloir, tu as fait une référence à Metal Gear, puisque Hans Zimmer, papa de l'école Harry Gregson Williams, qui du coup est devenu, à partir d'MGS2, l'homme qui a donné la couleur musicale de Metal Gear. Donc même là, on y a voilà, même là, on est dans cette émission, c'est incroyable. Tous les chemins mènent à MGS. Pardon, je commence à bugger. Désolé. Moi, je vais faire très vite. 2 contre-recommandations. La première, c'est une chaîne YouTube qui est fermée, mais qui est toujours voir, qui est Wolfram a Painting, qui est pour moi une de mes chaînes YouTube cinéma préférées. Et je recommande en particulier l'épisode sur Satoshi Kon et l'art du montage chez Satoshi Kon, qui est juste l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps pour moi et qui me manque énormément parce que ça fait bientôt 10 ans qu'il est mort. Et dans l'actualité, c'est la dernière émission, j'en parlais déjà la semaine dernière, de Monsieur Bobine, qui est sur Buckaroo Banzai et à travers la 8e dimension, les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension, et qui vous explique pourquoi ce film est intéressant, important, c'est à vous de voir, mais en tout cas intéressant, et que c'est pas juste un gloubi-boulga des années 80 comme beaucoup essayent de le faire penser, et que finalement la référence qu'il y avait dans Ready Player One, on y revient aussi, était peut-être plus intéressante et un peu plus maligne que ça. Ça dénonce. Et on rappelle que c'est un film avec Peter Weller et Jeff Goldblum. Donc voilà, s'il ne vous fallait que ça pour le regarder. En cowboy. Jeff Goldblum en cowboy. En cowboy, voilà, c'est très important. Un argument de poids. Et toi, Karel, qu'est-ce que tu nous recommandes? Oh là là, mais j'ai 3 recos, figurez-vous, donc je vais aller encore plus vite. Ah là là. Très vite, s'il te Donc plaît. la première, c'est évidemment, on a parlé conditionnement, etc. Mais moi, Starship Troopers, dans ce genre de thématique, c'est indépassable. C'est pour ça qu'il était là. Voilà, il est là. Je peux le montrer à l'image. Voilà. Starship Troopers, et je vais. Ces 3 recos sont là. Voilà, mais toutes les recos sont là. non, presque. Du coup, oui. Donc Starship Troopers, film de Paul Verhoeven, qui date de 1997, donc il y a 21 ans. En gros, c'est un film assez incroyable où la Terre se fait attaquer par des extraterrestres et on met en place tout un écosystème militaire de conditionnement des gens pour les faire partir à la guerre. Et je ne vous en dis pas plus, car il y a beaucoup. C'est pas la Terre. C'est pas la Terre. Je crois que ça se passe dans l'espace, sur d'autres planètes que ça se passe. Non, parce que la base c'est sur la Terre. Mais si vous voulez le voir, il faut juste en savoir plus. Voulez-vous en savoir plus? Allez voir, voulez-vous en savoir plus? Exactement. Disons que justement la blague du début du film, c'est que ce sont des blonds aux yeux bleus avec des mâchoires carrées qui vivent en Argentine. Ouais. Voilà. Autant pour moi. Faut que je le revoie. Ça ouvre les yeux sur des périodes de l'histoire. Voilà. Et à partir de là, je ne vous spoile pas la suite. Donc ensuite, la deuxième recommandation, c'est Ghost in the Shell, Standalone Complex, la 2e saison, qui est juste là. Voilà. Pareil. Bravo, merci pour ce doigt pointé, Cédric, tu es fantastique. Donc c'est une série, peut-être ne regardez que la 2e saison si vous avez vraiment pas le temps, parce que la première saison saura tester un peu votre patience, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tout le concept même du standalone complexe, le complexe du solitaire, dit beaucoup de choses sur la génération spontanée des phénomènes sociaux, avec des personnes qui se concertent pas, qui adoptent spontanément par la même éthique des comportements, des systèmes de valeurs, et on en parlait en antenne, mais est-ce que ce serait pas ce dont on parle avec les gilets jaunes en ce moment? Il l'a sorti. Voilà. Il y a les Eyes sur Netflix aussi, si vous voulez. Aussi, effectivement, mais c'est encore autre chose. C'est autre chose, mais c'est sur Netflix. Pipo, tu voulais réagir? Pas du tout. Ah non, je te voyais hocher la tête comme ça. Bah oui, je hoche la tête parce que je vous écoute avec intérêt. Très bien, mais voilà, donc je vous renvoie vers Standalone Complex. Ça va très vite, il est déjà 43. Et donc MG5, au revoir. Et MG5, ce n'est pas MG5, c'est le bouquin de Glenn Greenwald. Alors, il n'y a pas de pochette malheureusement, mais c'est le livre de Glenn Greenwald, qui est donc le journaliste qui a couvert les révélations d'Edward Snowden. Bien la peine d'être sur Twitch. Voilà, le livre. Ça faisait une semaine que tu n'avais pas parlé de ton mémoire. Il fallait que tu en reparles. Voilà, donc c'est passé subtilement. Mais Glenn Greenwald, c'est donc le journaliste qui a travaillé avec Edward Snowden sur ses révélations et à qui Snowden a filé ses documents pour décrire l'appareil de surveillance américain, et tout est dans ce livre. C'est absolument extraordinaire et c'est le livre qui a servi de base à Oliver Stone pour faire son film après, sachant que vous avez également en complément le film de Laura Poitras, Citizen 4, pour avoir très bien, Citizen 4 qui est très très bien, peut-être mieux que le film d'Oliver Stone. Enfin, Oliver Stone c'est anglais, mais voilà, bref. No Place to Hide, Glenn Greenwald, c'est ma 3e recommandation. Les amis, comme le veut la phrase consacrée, mais avant je vais te demander, Pipo, où on peut te retrouver. Sur gamecult.com, le site de référence, voilà. Forcément, mais également sur geekzone.fr pour les démons du midi, et sur l'application de matinale personnalisée Les Croissants. Voilà. Très très bien, comme le veut la phrase consacrée, les amis, C'est la fin des choux. et c'est la fin de ce numéro 73 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. On embrasse très fort Rafi qui doit être dans les transports actuellement, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci Pipo. Mais de rien, c'était un plaisir. Bah voilà, c'est un plaisir partagé. Merci Alexis. Merci Titouan. Merci Titouan. De rien. J'avais beaucoup de choses à dire pour ce débat, donc je suis content d'être venu. Merci à Léo, merci à PJ. Voilà. Merci Léo, mais évidemment merci Léo. Merci Hortense, merci Elisa, merci Charlie. Merci à maman. moi-même. Et vous me coupez l'herbe sous le pied parce que j'allais rappeler ce qu'ils font dans cette bien belle pardon. émission. Voilà, Pas PJ, grand notre chose, PJ. il rigole beaucoup de ça. Depuis tout à l'heure, il nous regarde en rigolant là, genre. Bon écoutez, c'est Et pas PJ grave. baisse ce doigt. Il y aura le carton en bas de l'écran pour le générique de fin. À la semaine prochaine.
prochaine, on va parler western avec deux invités pas piqués des hannetons, comme le dit le proverbe interdit. À la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.